Par contre, je comprends parce qu'il y a à peu près 1 an et demi, tu étais orateur à mon séminaire. Tu étais dans le bubble tea. Ouais. Et maintenant, tu es dans le matcha. Explique-nous. Dans le Moi, cas- par exemple, si j'avais voulu ouvrir un Happy Lemon à Bordeaux, je devais passer par toi. Exactement. Et donc, du coup, j'aurais donné des royalties à toi et à Happy Lemon. Exactement, ouais. Et du coup, à l'époque, tu étais arrivé avec quel état d'esprit? Tu faisais quoi à l'époque? Alors, j'étais simple employé. J'avais connu avec... pas avec Business Attitude, pas la chaîne. C'était Monsieur Cédric. Avec les voitures? Ouais, bah oui. Tu sais que moi, Parce les que voitures... T'es fan de bagnole, on est fan de bagnole tous les deux, on va en reparler après. T'as pas eu de dégradation suite à la victoire du PSG en Ligue des Champions? Parle-nous de ça, comment le quartier s'est retrouvé. Bah écoute, ce que je peux J'ai dire, vu ta c'est... story, c'était la guerre civile. Ouf. Ah ouais, alors pour la première fois, pour dire, les gaz lacrymaux, c'est pas drôle. T'as vraiment touché à tout. Ça qui est intéressant, c'est que t'as fait des up and down, up and down, up and down, et t'es tout le temps en mode re-up, quoi. Et ça, c'est ça que je voudrais que les gens ils gardent de ce podcast, c'est cette force-là que tu as de tout le temps te relever. C'est quoi ton parcours avant Hop. Bah, Julien, qu'est-ce que tu m'as ramené là? Ah, matcha fraise. Matcha fraise. Ouais. Ok, je vais goûter ça. Pour être honnête avec toi, normalement, j'aime pas le matcha. C'est l'idée qu'on se fait, ça fait Ouais, peur. ouais. J'ai déjà goûté en réalité et j'aimais pas. Et donc là, on va goûter. Tu l'as ramené en kit. Tu l'as préparé dans ma cuisine. Parce que sinon, ça serait pas arrivé vraiment en très bon état. En tout cas, ça a l'air assez appétissant. Donc, matcha fraise. Mhm. On va voir. Par contre, je comprends parce qu'il y a à peu près 1 an et demi, tu étais orateur à mon séminaire. Tu étais dans le bubble tea. Ouais. Et maintenant, tu es dans le matcha. Explique-nous. Alors, bon, déjà, bubble tea, on en fait toujours. Ça, on en fait toujours. Après, c'est vraiment, c'est la marque. Donc, on a arrêté avec Happy Lemon. J'ai été passé au QLA, c'était en octobre 2024. 2024, ouais. 2024. Et j'étais donc master franchise de la marque Happy Lemon, donc marque taïwanaise de thé taïwanais, donc bubble tea, thé au lait, thé vert, thé noir, bref, et bubble waffle. Et donc là, depuis décembre, donc fin décembre 2025, j'ai décidé donc d'arrêter et de partir sur une marque donc personnelle, elle m'appartient, The Matcha Paris. Et donc là, on est plus axé donc sur le matcha. On fait aussi café. Donc là, depuis, on a même une machine, la Marzocco, quelque chose vraiment qu'on montre. On est vraiment spécialisé café. Et on a gardé 80% des boissons d'Happy Lemon. Ok. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast, ça va être vraiment intéressant avec Julien. Ça va être un petit peu l'entrepreneur qui renaît de ses cendres. Tu as eu des hauts et des bas. Ça va être passionnant. Bienvenue dans Plus Riche, le podcast où je reçois des invités qui sont des vrais entrepreneurs, investisseurs, des personnes comme vous et moi. Ici, on parle d'argent, il n'y a pas de bullshit. Et voilà, c'est vraiment ça l'idée avec ce podcast, c'est de parler argent simplement. Et je sais que l'argent en France, c'est un sujet très très tabou. Et je pense que ça ne changera pas. En tout cas, sur ce podcast, on est au bon endroit. Donc pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains podcasts à venir. Ils sont nombreux. Julien, merci à toi. Est-ce que tu me permets de goûter? Ah, vas-y. Je dois mélanger. Alors oui, très important, sinon tu vas faire le gourmand, tu vas attaquer d'abord la purée de fraises. Ouais. Normalement, tu as une opercule dessus. Et tu dois faire le pack. Voilà, exactement. Alors, sur celui-là, on a même une opercule en fait ronde avec un trou qui permet en fait à la personne de pouvoir mélanger plus librement. Il y a ce côté couleur là comme ça, on va dire que c'est le côté instagrammable avant de pouvoir mélanger parce qu'après forcément ça perd son charme. Donc on a, là il a commencé effectivement déjà un peu à bouger, mais donc le rouge, donc dans le cadre dans le cas du matcha fraise, le lait, puis le matcha au-dessus. Après, dès que la photo est prise, on peut mélanger et puis goûter. Allez, bon, là c'est déjà plus ou moins mélangé. Ah, mais surtout, voilà, comme je dis, il ne faut pas faire le gourmand, bien mélanger. Et c'est pas l'idée qu'on se fait, ça reste très très bon. L'histoire les gens en fait se font une idée sur le matcha et ça cause des réseaux sociaux. C'est l'histoire on pense matcha, on pense forcément une boisson avec un goût d'herbe fort. Et là, sur le coup, tu me diras tout de suite si c'est bon ou pas, mais je devrais pas avoir de problème, je pense. C'est bon. C'est pas mal.
Ça En plus, va? c'est assez frais avec les glaçons. Ouais. Non, c'est pas mal du tout. Moi, celui que j'avais goûté, c'était vraiment avec du café. Là, c'est à base de lait, végétal ou de vache, purée de fraises et ce fameux matcha qui est un espèce de thé japonais broyé, c'est ça? Exactement, tout à fait. Par ailleurs, le matcha, on pense que c'est d'origine japonaise, mais il est d'origine chinoise. Ok. C'est ça qui est dingue. Ouais. Et ça a pris, on va dire, ça s'est popularisé en France, surtout là depuis un peu plus d'un an et demi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je vais te montrer une vidéo. Donc, tu vas t'en rappeler, je pense. Ah ouais. Je vais laisser quelques minutes. Écoute bien. Alors, Châtelet-Les-Halles, c'était un endroit en tout cas qui n'était pas encore bien. On n'avait pas énormément de concurrence. On se dit pourquoi pas essayer. Un coin populaire avec beaucoup de passages. Donc ça nous a plu et on a lancé la première boutique. Et 2024, parce qu'on ne chôme pas, hein, ouverture de la deuxième boutique à Opéra Pyramide. Alors, ça, Happy Lemon, c'est quoi? Et pourquoi cette marque? Là, avant, je fais juste un aparté, je fais la présentation de ma franchise, mais l'objectif, c'est de vous montrer comment ça se passe avec, quelle est l'entente que vous devez avoir avec les personnes au-dessus de vous, parce que là, ce que je fais, ça peut vous avoir aussi, pas qu'avec Happy Lemon, peut-être on travaillera ensemble, mais avec d'autres marques. Donc Happy Lemon, c'est quoi? C'est une marque de bubble tea créée en 2006, donc d'origine taïwanaise. Elle est pionnière sur la crème salted cheese, la salted cheese ou la crème cheese, qui est une sorte de... C'est à la base de la crème Philadelphia, légèrement sucrée. Désolé, vous allez manger, je vous donne faim avant l'heure. Et avec, juste à la fin, un petit côté salé qui est super sympa. Et eux sont les seuls à le faire. Toute la concurrence ne le fait pas, et s'ils le font, le goût n'est pas le même. Et c'est la seule marque de bubble tea dont le groupe est coté en bourse. Le groupe qui est coté en bourse, donc c'est Yummy Town. Ils sont cotés en bourse de Taïwan. Et pour nous, c'était une sécurité de se dire que j'ai vu ce qui s'est passé avec les autres marques. En ce moment, ça ne se passe pas très bien parce que leurs supérieurs font un peu tout et n'importe quoi. Mais là, on a des investisseurs, on a des actionnaires, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Donc là, vraiment, c'est ça qui nous a plu et on est passé sur cette marque-là. Happy Lemon, c'est quoi aussi? Ils sont implantés dans plus de 22 pays, 220 villes qui accueillent des Happy Lemon, 150 boutiques en Chine et plus de 130 boutiques aux US. Pour info, aux US, d'ailleurs le dernier qui a ouvert, c'était dans le Nevada, donc à Las Vegas, il y en a déjà 4. Il y a une boutique qui ouvre tous les 2 mois. Donc forcément, on a senti le filon, on s'est dit pourquoi pas se lancer là-dessus. Et puis il est mignon le petit citron. Et en Europe, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, ils ont un peu boudé l'Europe, parce qu'en fait, ils n'étaient pas forcément à fond, ils étaient vraiment à fond sur les États-Unis, la Chine, les Philippines, l'Indonésie, bref, ça marche fort. On voit d'ailleurs sur leur page Instagram, avec pour la plupart plus de 20 000 abonnés chacun, pour juste une marque de bubble tea, c'est pas mal. Et donc en Europe, on n'en a que 8 en Angleterre. La première a ouvert en 2016, et depuis, donc là c'était pas forcément septembre, finalement ça a été décalé à cause de problèmes douaniers. Début octobre, c'est le Portugal, à 2-3 km du centre-ville de Lisbonne. Et on est pour un total de plus de, mise à jour, plus de 1100 boutiques dans le monde. Et ça fait, là par contre les chiffres, hein, plus d'1,1 milliard de boissons vendues. Pour des boissons à 7,50 €. Alors, on va passer sur l'interview présentation d'Happy Lemon. Un petit stagiaire qui était passé dans ma boutique, il me dit qu'il voulait faire une petite vidéo. Moi, je pensais que c'était encore un influenceur foodiste. Je dis, on va faire ça. Et non, franchement, le résultat est top. Et je laisse envoyer la vidéo si vous pouvez. Moi, je m'appelle Julia, donc j'ai 36 ans et je suis donc le propriétaire d'Happy Lemon France. Happy Lemon France, donc simple, c'est une franchise de bubble tea, donc reconnue
dans le monde entier. On est à presque 1000 boutiques dans le monde. Et on a ouvert donc là, actuellement en France, on a la première boutique qui est à Châtelet et la deuxième boutique qui est à côté de Pyramide, donc pas loin d'Opéra. L'ambition d'Happy Lemon, elle est simple, c'est-à-dire c'est de grandir sur le territoire français et si ce n'est plus, à travers l'Europe, je l'espère en tout cas, de faire grandir la marque, que ça devienne tout simplement une marque de tous les jours, pas forcément que pour les fervents adeptes du bubble tea. Tu vois, cette vidéo, peut-être qu'elle est un petit peu douloureuse aujourd'hui, mais regarde, c'était il y a 18 mois à peu près, c'est pas si vieux que ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Là, on partait, tu étais master franchise. Ouais. Tu peux nous expliquer c'est quoi un master franchise? Alors, master franchise, c'est quand, par exemple, donc la plupart du temps, la master franchise, c'est toujours le premier franchisé, la plupart du temps, d'un pays. Par exemple, là, j'ai appelé Happy Lemon. Happy Lemon me disent, bon, bah voilà, tu vas ouvrir ta première boutique, on te donne la master franchise. La master franchise, ensuite, c'est un peu une délégation d'autorité pour pouvoir sous-franchiser après plus tard à d'autres personnes. Donc là, Moi, par exemple, si j'avais voulu ouvrir un Happy Lemon à Bordeaux, je devais passer par toi. Exactement. Et donc, du coup, j'aurais donné des royalties à toi et à Happy Lemon. Exactement, ouais. Donc, tout tu à es fait. au-dessus de la chaîne alimentaire. C'est un truc assez important, quoi. Oui, tout à fait, exactement. La master franchise, vraiment, on est au-dessus, mais au niveau national. Et qu'est-ce qui s'est passé, du coup? Pourquoi il y avait cette opportunité, ce boulevard devant toi, comme ça, avec une entreprise qui est cotée en bourse, avec des actionnaires, et revirement de situation? Bah, en fait, j'en parlais d'ailleurs sur la vidéo. Déjà, entreprise cotée en bourse, actionnaire, une administration qui quand même, en tout cas, faisait attention à ses franchisés. Ils avaient une optique en plus de s'agrandir et de faire en sorte parce qu'ils avaient boudé, c'est ce que je disais, ils boudaient l'Europe, ce qui était très dommage parce que mine de rien, le marché du bubble tea est quand même énorme en Europe et en France, ça faisait déjà un bon moment que ça avait explosé, aux alentours vers 2017-2018. Et donc, c'est pour ça que nous, on a décidé, après en plus Covid, là, il y avait déjà plus de confinement ou quoi que ce soit, donc on s'était décidé de partir là-dessus. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Ça a été, on parlait, la solidité en fait d'une entreprise se vaut en fait à sa gestion, à ses cadres. Et là, c'est ce qui s'est passé au bout de 2 mois après le QLRR. Changement de PDG. Changement de PDG. Ouais. Et à partir de là, alors, on s'est dit, bon, il y avait peut-être, on parlait de monsieur Chen d'ailleurs, effectivement, qui lui donc n'y est plus, qui avait vraiment cette envie de repartir sur des ouvertures. Norvège, il y a eu le Portugal qui avait ouvert aussi, l'Espagne, l'Allemagne, et aujourd'hui rien de tout ça est fait. Ouais. Donc c'est... Mais je vais te donner après, plus tard dans le podcast, mon avis peut-être de pourquoi ça s'est produit. Je sais pas si tu as regardé cette chose-là, mais on va voir après. Juste, donc déjà, on s'est connus en 2018. Je crois que tu étais venu à un premier Quitter la Rat Race, une de mes formations. Ouais. En 2018. Le 6.0. Ouais, ça commence à dater un petit peu. Et du coup, à l'époque, tu étais arrivé avec quel état d'esprit? Tu faisais quoi à l'époque? Alors, j'étais simple employé. Donc avec madame, par contre, elle, pour l'histoire, on avait déjà une onglerie. Depuis 2011, elle n'arrivait pas en fait à être stable au niveau de des petits boulots qu'elle avait. Et à partir de là, on s'est lancé sur cette onglerie dans le 94 et qui aujourd'hui, donc, d'ailleurs, existe toujours cette entreprise, sauf qu'on est passé maintenant depuis peu du 94 dans le 75, donc à Paris. Vous avez déménagé de local? Ouais, tout à fait. On est passé dans le 11e arrondissement. C'est une autre clientèle, une autre façon aussi d'acquérir la clientèle. Par internet maintenant. Avant c'était très voilà, ils viennent, ils prennent rendez-vous par téléphone. Maintenant on a des plateformes comme Planity, Treatwell, et donc c'est différent. On se réadapte et c'est bien parce que sur le coup ça ramène une toute nouvelle clientèle, c'est cool. Et donc moi entre-temps, de mon côté, je travaillais, je m'occupais aussi de l'administratif et bien sûr des livraisons, mais je ne trouvais pas aussi mon bonheur.
Et c'est à partir de là que... Alors, je t'avais connu avec... pas avec Business Attitude, hein, pas la chaîne. C'était Monsieur Cédric. Avec les voitures. Ouais, bah oui. Tu sais que moi, Parce les que voitures... t'es fan de bagnole, on est fan de bagnole tous les deux, on va en reparler après. Ouais. Donc, c'est ce qui... en tout cas, on en reparlera après, mais c'est vrai qu'à l'époque... alors, aujourd'hui, on va citer GMK, mais mine de rien, au tout début, c'était le YouTube Gaming, on va dire, au niveau des voitures, c'était encore récent. Et tu perçais effectivement relativement fort face à GMK ou même Akram Junior, si certains connaissent. Et moi, je t'ai connu comme ça. Donc, à l'époque, encore avec la 911, je crois que c'était une 991 rouge. Et donc, moi, je me suis dit, waouh, et tout. Le cadre, la baraque, effectivement, avec la plage, comment dire, en direct À là, Maurice, ouais. à Maurice. Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah, si tu as ça, qu'est-ce que tu as fait derrière? Parce que tu es originaire de Pontoise, tu étais donc en Ile-de-France, comme moi d'ailleurs. Et c'est à partir de là que je me suis renseigné. Avec madame, on a vu donc Business Attitude. Et c'est là on a pris notre formation donc en 2017, je crois. Ouais. C'était donc pour QLR 6.0. Et donc à partir de là, ça m'a ouvert en fait, on va dire, la vision par rapport à comment rentrer en contact avec les banques, etc. Bref. À partir de là, tout a accéléré. Même si j'avais déjà un commerce. Ma femme est d'origine chinoise, donc forcément le commerce, ça reste... voilà, on est obligé. Hein. Mais voilà, aussi, ils ont une très belle vision. Ça m'a poussé là-dessus. Bon, après, moi, je suis d'origine portugaise, donc nous, on est très manuel. Mais côté chinois, ouais, ils ont effectivement ce côté très commerçant qui m'a poussé déjà, mais ça m'a donné un plus. Et c'est à partir de là qu'après, j'ai eu ma SCI, j'ai eu mon immeuble de 5 appartements dans l'Oise, dans le 60. Ouais. Et puis après, j'ai eu Airbnb aussi, j'ai un autre appartement à côté de Roissy. Et j'ai eu mon tabac aussi. Tu m'appelais à l'époque l'entrepreneur buraliste. Ouais. Donc voilà. Donc ouais, ça s'est accéléré à partir de 2018. Ouais. Et toi, tu parles, moi je parle beaucoup de la rat race, comment quitter la rat race. Et toi, tu as un peu complété le truc en parlant de business race. Tu vois, d'être un petit peu, tu as ton business, tu crois avoir un business, mais en réalité, tu es tête dans le guidon et si tu lèves un peu le pied, bah, il n'y a plus rien qui rentre. Comme par exemple, toi, avec ta femme, quand vous partiez en vacances, bah, tu avais 40% de chiffre d'affaires en moins qui rentrait, puisque bah, quand elle n'est plus là, ça ne rentre plus. C'est ce que tu appelles la business race. Ouais. Et du coup, vas-y, parle-nous un peu de ça. Ah bah, en fait, au niveau de la business race, c'est simple. Alors, c'est un terme qu'on n'entend pas beaucoup. Mais en France, il devrait exister quand même bien plus que ça, parce que aujourd'hui, si on ne fait pas attention, et en France, c'est extrêmement compliqué, on devient dépendant de sa société et la société devient dépendante de nous. Ça, c'est super compliqué. Là, dans le cadre de madame, bah, c'est un peu, je pense que pour mesdames, elles seront d'accord avec moi, pour une coiffeuse, par exemple. Imaginons une personne vient se faire coiffer, elle a l'habitude avec, je donne un prénom au hasard, Catherine. Ouais. Voilà. Mais Catherine, je sais pas, comme pas, voilà, mois d'août, elle part en vacances. Et elle a envie de se faire un brushing, etc., couper les pointes, etc. Mais elle est habituée qu'à Catherine. Si Catherine n'est pas là, eh ben, elle ne le fera pas ou elle ira même carrément chez quelqu'un d'autre. Alors qu'en réalité, ses collègues de travail à Catherine, peut-être elles travaillent pareil, voire même mieux. Et ça, c'est donc la business race. Donc pourquoi ? Parce qu'il suffit que cette Catherine parte, qui fait que bah, forcément, il y a une perte de chiffre d'affaires. Mais du coup, c'est pour ça que c'est aussi le rôle du commerçant de montrer aux clients, même si aujourd'hui Catherine est là, bah regarde, aujourd'hui je suis là, mais tu vas passer avec Magali par exemple. Magali va te prendre, tu vas voir que ce sera aussi bien. Comme ça, même si Catherine elle part, elle verra qu'elle peut quand même avoir son service. Parce que l'idée, c'est vraiment un petit peu d'éduquer ses clients, dans le sens où, toi, même si une certaine personne n'est pas là, eh ben, il faut qu'elle puisse faire son rendez-vous avec un ou une autre, quoi. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que alors, ça marchait sur certaines, mais d'autres, quand elles sont têtues, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen et c'est vrai qu'elles sont habituées qu'à ça et c'est impossible de leur donner autre chose. Pourtant, on a beau leur dire, hein, vous inquiétez pas, ça sera pareil. Elles sont formées en plus donc par ma femme, hein, donc dans le cadre de ma société, d'Onglerie. Et c'est vrai qu'effectivement, c'était un peu problématique. Ouais. Et durant le séminaire, tu parlais d'un plafond de verre que tu avais auparavant, notamment avec 35% de taux d'endettement. Tu connaissais pas tout ce qui était SCI, tout ce qui était holding. Du coup, est-ce que c'est ce plafond de verre qui t'a montré que finalement, tu n'allais pas avancer
Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie d'essayer de créer d'autres commerces, d'autres business? Bah, en fait, c'est ça, c'est ce passage en fait après QLRR qui m'a permis de dire, mais en fait, il y a moyen de pouvoir parler en fait aux banques différemment, de leur présenter quelque chose. Et puis autre chose aussi, il y a le fait d'être multibanque. Donc à l'époque, c'était en tout cas bien plus simple. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais ça se fait toujours. D'être multibanque, de pouvoir présenter son dossier. Et pour moi, en fait, c'était juste, voilà, j'ai un appartement. Comment je fais? Parce que mon taux d'endettement, en fait, est arrivé quasiment à son maximum. Comment je fais? SCI, je connaissais pas. Bref, toutes ces choses-là, en fait, bah, je les ai découvertes. Je voyais qu'en fait, finalement, c'était possible. Et quand on fait une SCI, donc on a minimum 2 personnes. Donc je m'étais mis même avec donc, mon frère aussi. Donc on était 3. Et non, franchement, sur le coup, ça m'a permis effectivement d'ouvrir et on va dire d'élargir mon champ de vision par rapport à ça. C'était vraiment de me dire, bah, finalement, il y a possibilité d'investir par A plus B pour pouvoir augmenter son patrimoine. Cet immeuble-là, donc, dans l'Oise, ça a été vraiment le déclic. C'est à partir de là que ça a monté. Et d'ailleurs, ça a tellement monté qu'après, j'ai eu ma propre société. Et puis après, j'ai continué sur d'autres biens. Mais en tout cas, voilà, non, j'ai été bloqué par cette histoire des fameux 35%. Parce que il y a une éducation financière. Je ne l'avais pas. Ma famille, bon... Alors, sur ça, ils s'y connaissaient pas trop. Et même du côté d'ailleurs de la famille à ma femme, c'était assez limité là-dessus. Donc ça m'a permis effectivement d'élargir mes connaissances et d'avoir une vision beaucoup plus large, moins étriquée par rapport en tout cas à comment entrer en contact avec les banques, voir les logements, comment, bref, voir un bon logement ou en tout cas un bon immeuble, faire des travaux là-dessus, comment ça se passe, etc. Est-ce qu'il y a moyen de grappiller un peu de sous par rapport à ça lors de l'achat? Bref, plein de choses qui m'ont permis de me lancer proprement. Ouais. Comme je te dis, voilà, d'élargir mon champ de vision. C'est ce que ça m'a servi à ça. Et je suis en train de dégommer le matcha là. Plus que toi, donc. Non, mais je parle de trop. Ouais. Et comme on l'a dit, du coup, t'es un dingue de bagnole comme moi. Et c'est quoi le rapport avec le fait avec cette passion auto? Est-ce que c'est lié? Est-ce que le fait que tu te sois lancé dans le business pour gagner de l'argent, du coup, est-ce que c'est lié au fait d'avoir cette passion et de vouloir pouvoir t'en acheter? Toi, d'en financer une, ça joue quel lien, quel rôle en fait, cette passion pour l'auto et le fait de devenir entrepreneur pour pouvoir justement gagner plus et pouvoir te payer ce genre de bonbons, comme j'aime dire. Bah, écoute, moi, ce que je dis, c'est pas forcément être bling-bling. Je parle même pas, d'ailleurs là, je vais même pas parler de voiture, imaginons. J'estime que, par exemple, c'est une chose sur laquelle j'ai toujours été habitué. Il faut s'automotiver. Je crois que j'en avais parlé d'ailleurs lors de mon passage au séminaire. On a acheté, je sais pas, un appartement, une place de parking, un immeuble, bah, en fonction de ce qu'on a acheté, il faut s'acheter un petit truc. Histoire une récompense, tu veux dire. Voilà, il faut se récompenser. C'est important parce que de bosser, tu lâches, bref, tu bosses comme un malade, tu augmentes ton patrimoine, il faut se récompenser. Si tu ne te récompenses pas, on est comme ça. Moi, en tout cas, je suis comme ça. L'automobile, pour moi, oui, bien sûr, c'est un leitmotiv, hein, parce que ça, bah, forcément... Bon, j'ai toujours été très voiture, hein, j'ai été BMiste jusqu'en 2019. Et dès que j'ai eu donc le bureau tabac en fin 2019 d'ailleurs, c'est à partir de là que je suis passé de l'autre côté. Donc toujours chez les Allemandes, mais je suis passé chez Porsche. Ouais. Là, tu es venu du coup avec Porsche Panamera Turbo S. Ouais, Turbo S hybride. Ouais. Ouais, qui sort 800 chevaux. Quand tu es arrivé chez moi, là, elle sonne bien. Hein. J'avais pas le souvenir qu'elle sonnait comme ça. C'est assez silencieux par chez moi, là, et c'était pas très discret. Et ils en font plus des comme ça maintenant en termes de sonorité ou autre. 800 chevaux, c'est impressionnant. Ah, et puis, et encore, moi je me plains. Ça fait pas assez de bruit. Mais ouais, non, aujourd'hui on le voit, hein, même avec la dernière Panamera qui est sortie, 780 chevaux. Ouais. C'est immense. Mais même avec, j'avais le commercial de Porsche il n'y a pas si longtemps, le bruit n'est plus le même. Ils ont carrément en fait étouffé tout ça. Ouais, ils mettent des filtres à particules, etc. qui font que C'est pour les normes CO2. C'est de plus en plus compliqué. Toi, ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que tu aimes tout ce qui polarise. Parce que le matcha, c'est soit on l'aime, soit on l'aime pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de oh, le matcha, ouais, bon. Non, c'est soit j'aime, soit j'aime pas. Et je pense qu'il y a plus de gens qui ont une mauvaise image que de gens qui ont une bonne image. Mais pour le business, c'est plutôt bien d'être sur un truc qui polarise. Au moins, tu as une clientèle, tu vois. Sur les voitures, c'est pareil. La Panamera, on l'aime ou on l'aime pas. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de monde qui ne l'aime pas, la Panamera. Sauf que là, je sais pas si tu as vu, ils ont lancé la nouvelle Ferrari 100% électrique. Oui, la Luce.
Et ils se sont fait, qui devait s'appeler à la base Electrita, ils se sont fait défoncer dans les commentaires, notamment sur Instagram. Et il y a même Porsche qui a commenté sur le post de Ferrari, Porsche, hein, vraiment le vrai Porsche, le compte Porsche. Et ils ont dit, donc finalement la Panamera, elle est pas si moche, hein. Parce que du coup, tu vois, elle était décriée, la Panamera. Mais c'est une voiture en daily, franchement, je pense qu'elle est plutôt intéressante. Et puis tu parlais de polariser. Je vais te raconter une anecdote très simple. Pendant un moment, alors ça c'est... Les gens vont pas me croire, hein, pourront croire s'ils veulent, mais je faisais effectivement des livraisons. J'avais encore donc Happy Lemon à ce moment-là, sur Châtelet. Châtelet, ma boutique donc de The Match à Paris, est sur un quartier piéton. On peut y accéder en voiture. À toute heure, mais bon, il faut y accéder par des heures là où il y a moins de monde. Et pendant un moment, mon véhicule de tous les jours était en panne. Donc j'y suis allé avec quoi? Avec la Panamera. C'est vrai que Paris, c'est un peu compliqué quand on rentre avec un V8 biturbo en plein quartier de Châtelet, pas loin du Marais. Donc, et c'est là la force du véhicule, c'est qu'on voyait certaines personnes, alors je juge pas, mais un peu bobo, on va dire, qui regardaient la voiture dans le quartier. Et à chaque fois que je rentre dans le quartier, j'étais obligé de la rentrer en mode électrique pour éviter effectivement le jugement, parce que j'ai déjà eu effectivement des personnes défigurées jusqu'à cracher sur la voiture. Ah ouais. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que certaines défiguraient, mais quand on rentre dans le quartier et on rentre en électrique, là, c'est bon. On va dire que j'avais jamais vu en fait un regard comme ça, entre l'insatisfaction et en mode ah mais en fait il est écologique. Ouais, ouais. Donc j'ai plusieurs fois, en tout cas plusieurs fois, pour rentrer sur Châtelet sans problème avec cette voiture-là. C'est le côté, on va dire, multitâche de cette voiture que j'aime Ouais. beaucoup. Ouais. Du coup, là, tu es sur Châtelet, Ouais. ta boutique. Tout à fait. Et t'as pas eu de dégradation suite à la victoire du PSG en Ligue des Champions? Parle-nous de ça. Comment le quartier s'est retrouvé? Bah écoute, ce que je peux J'ai vu dire, ta c'est... story. C'était la guerre civile. Ouf. Ah ouais, alors pour la première fois, hein, pour dire, les gaz lacrymaux, c'est pas drôle. Ça rentre par les narines et C'était la un gorge. match Là, à lacrymo, quoi. ouais, plus jamais. Non, non, là c'est compliqué. Alors, au niveau vitrine, au niveau physique, la boutique n'a rien eu. On a dû fermer un peu plus tôt, dès qu'en fait, alors pendant que le match, en tout cas tournait, donc il n'y avait pas de problème. Mais c'est à partir que, dès que le PSG donc a été, en tout cas champion, c'est à partir de là que ça commence à dégénérer. Parce qu'en fait, les gens commencent à courir dans tous les sens. On voyait des feux d'artifice. Par contre, feux d'artifice, attention, ça faisait jusqu'à trembler ma vitrine. Ouais. Et certaines personnes, on le voyait que c'était fait exprès avec des fumigènes en train de jouer au niveau des stores. Et ça pouvait prendre feu à tout moment. Bref, ça a été très compliqué. Nous, pas forcément. Toi, Chose qu'on a t'étais fait. sur place, t'es resté. Ouais. T'étais en stress. Ah bah là, alors j'avais l'impression d'être un journaliste avec mon iPhone là, en train de prendre des vidéos. Tout le monde a regardé. Là, par contre, il y avait pas mal de vues hein, sur mes stories. Ouais. Mais ouais, non, ça a été tendu. Les policiers chargeaient. La soirée, en fait, qui devait être une soirée festive, s'est terminée assez rapidement, on va dire. Ouais. Et ça risque de se reproduire dès que Paris gagne, quoi. Back to back to back. Ouais. 3 étoiles, espérons-le. Hein. Mais ouais, non, c'est... Voilà, c'est un peu le côté... Mais bon, on va dire, est-ce que c'est Châtelet? Non, c'est Paris dans son Ouais, bien sûr, entièreté. bien Hein. sûr. Ouais. Donc, ça aurait pu être, Mais Opéra. comme Châtelet, c'est un petit peu quand même un lieu de croisement. T'as le RER A qui arrive là. Bien sûr. Tu vois, c'est beaucoup de piétons. Non, oui, c'est vrai que sur le coup, mais bon, en tout cas, je touche du bois, on n'a pas eu trop de problèmes. En tout cas, la rue, oui, bien sûr, elle était dans un état désastreux, hein, on l'avait vu sur mes stories, mais à part effectivement inhaler un peu de gaz lacrymo, ça va, c'était pas trop mal. Ouais. Et avant le bubble tea, en fait, t'as fait plein d'autres trucs. T'as vraiment touché à plein de choses. Tu peux nous en dire un petit peu, notamment tout ce qui est buraliste. Avant, t'étais dans le BTP. T'as vraiment touché à tout. Ça qui est intéressant, c'est que t'as fait des up and down, up and down, up and down, et t'es tout le temps en mode re-up, quoi. Et ça, c'est ça que je voudrais que les gens ils gardent de ce podcast, c'est cette force-là que tu as de tout le temps te relever. C'est quoi ton parcours avant buraliste, ça crachait du cash, on va en parler après. BTP avant, t'as vraiment touché à tout, c'est incroyable. En fait, alors BTP, c'était dans comment dirais-je? T'étais salarié. J'étais salarié. Mais tu gérais beaucoup de personnes. Je gérais plus de 40 personnes. J'étais en fait dans les logements sociaux, donc c'était
de la réhabilitation de logements sociaux. Par exemple, là, ça date, hein, je peux dire l'endroit, c'était à Sartrouville. C'était 2 immeubles. Je devais les faire j'avais 1 an pour faire 104 appartements. J'avais une équipe de 40 personnes. Et ça m'a beaucoup servi. Alors, déjà, oui, parce que moi, étant d'origine portugaise, bon, dans ma famille, j'ai tout corps d'état, entre plombier, électricien, menuisier aussi. Ça m'avait déjà beaucoup appris, j'étais plutôt à l'aise dans ce monde-là. Mais ça m'a beaucoup servi pour la suite. Tout ce qui est, par exemple, après, oui, quand j'ai eu la CI avec l'immeuble, en fait, les appartements, à chaque fois qu'il y avait un locataire qui partait, je changeais le ballon d'eau chaude, peinture, plomberie. Bon, ça, moi, je fais pas, mais j'ai quelqu'un pour m'aider, en tout cas, pour le faire. Je J'avais pas besoin de société pour le faire. J'avais toujours, en fait, la famille derrière, où moi, j'arrivais à le faire moi-même. Donc ça, c'était vraiment une bonne chose. Ensuite, alors là, en tant qu'entreprise, j'ai été buraliste parce que, comme je disais, j'étais insatisfait. Ça commence à monter, j'avais ma SCI, etc. Mais il me fallait quelque chose. Et en 2019, donc, c'était mon bar tabac dans le 94. 400 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, Il me semble 190 000 de... Alors, attention, en chiffre d'affaires, on partait... Alors, le tabac, on appelle ça une activité commissionnée. Oui, bien sûr. En Attention. termes de chiffre d'affaires, tu fais Ouais. beaucoup plus. Tu Voilà. travaillais pour l'État beaucoup. Bah oui, c'est bien là le souci, et c'est de plus en plus comme ça, parce Ouais. qu'aujourd'hui, je ne dirais pas de mots, en tout cas la marque des paquets de cigarettes, mais par exemple, pour la marque la plus connue qui commence par M, on est quasiment à 14 € le paquet aujourd'hui. Quand je suis parti en 2023, on était à 12,50. Et un buraliste, il garde combien sur un paquet à 14 €? Je sais qu'en tout cas en 2023, on était à 8,1% seulement. Ok. C'est très faible. Ouais, c'est très faible, mais Donc, c'est quand même 8% d'un truc à Oui. 10 € et t'en vends un appel, quoi. Après, c'est là où ça n'allait pas, c'est qu'en fait, l'État derrière prenait à peu près presque 90%. Ouais. Faut se rendre compte de ça. Et à peu près entre 2-3% revenait en fait aux fabricants et au transport. Ouais. Voilà. C'est une activité commissionnée, comme je disais. Donc, commissionnée par quoi? Par les cigarettes, les jeux. Et Après, t'as quand même aussi la partie alcool. oui, Là où bien tu- sûr. Alors, c'est là, effectivement, où on gagne, on va dire, c'est par le bar. Mm. Le bar, à partir de là, on pouvait faire, entre guillemets, ça dépendait des boissons, mais en moyenne du x3. Ça te rapportait combien cette activité de buraliste Et c'est là où tu vas voir que c'est dingue. En chiffre d'affaires, on était à 1,4 million. Sur ma meilleure année, 1,4 million. Et en bénéfice, 190 000. Il y a une grosse différence Ouais, quand mais même. c'est toujours 190 000 de bénéfices. Oui, C'est- alors, par contre, sur le coup, alors oui, attention, je me faisais une paye aussi, ça c'était plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'en fait, alors ça c'est un peu en France, hein, malheureusement, on le voit souvent, avoir un compte bancaire, alors peut-être je me trompe hein, pour certains, mais c'est de plus en plus comme ça, d'avoir un compte bancaire avec une trésorerie qui augmente, c'est plutôt rare. Donc en fait, le compte, en fait, à chaque fois était... C'est-à-dire C'est-à-dire que, par exemple, on ne peut pas effectivement trouver à la fin d'année, imaginons qu'on a une très bonne année, un compte, par exemple, avec, je sais pas, je dis ça, 50, 100 000, 150 000 euros dans sa trésor, dans son compte bancaire. En fait, avec les taxes, etc., en fait, ça zigzaguait et on avait toujours une moyenne. Donc qui, pour moi, par exemple, peut tourner aux alentours de 10-15 000, ce qui était plutôt pas terrible. Mais bon, après ça, c'est vrai que c'était un peu compliqué parce qu'entre les charges, l'URSSAF, Humanis donc pour la retraite, etc. L'IS, etc. Bon, en fait, ça, c'était effectivement des choses qui nous faisaient rabaisser à chaque fois. Et on restait en fait sur on va dire une moyenne assez basse. Mais bon, ça a toujours été comme ça, donc voilà. Par contre, grosse force du tabac, c'était ses bilans. Quand on montre effectivement un bilan, même si c'est 1,4 million de CA et 190 000 de bénéfices, quand on arrive et on veut, par exemple, je sais pas, acheter un appartement, c'est vrai que c'est beaucoup plus vendeur. Ça aide beaucoup. Et c'est effectivement là qu'en 2022, j'avais acheté mon appartement, un petit appartement à côté de Roissy pour du Airbnb. T'as jamais été braqué Moi, pour la petite histoire, mon beau-père était buraliste pendant très longtemps, dans le 91. Et avant, proche du périphérique. Et lui, il a été braqué.
Parce qu'il avait une réserve avec, mais je te parle de ça il y a peut-être 30-40 ans en arrière. Ouais. Il avait une réserve avec des cartouches de cigarettes, mais c'était, en fait, c'est un trésor, quoi, entre guillemets. Et du coup, il s'est fait braquer 2 ou 3 fois, je crois. Il avait même un flingue sous le comptoir et tout, ce qui est une connerie, parce que vaut mieux donner tes clopes et ne pas te prendre une balle. T'as jamais été braqué, toi? T'as jamais eu de problème? Alors, jamais. On a eu effectivement plein de personnes, oui, phobie, etc. J'ai eu un employé qui s'est fait avoir comme ça pour plus de 200 euros. On l'a su bien après que la personne soit partie. Mais maintenant, braquage, non, même s'il y a eu des moments où ça a été très compliqué et je n'ai pas pu dormir de la nuit quand on a eu par exemple les émeutes suite à l'histoire du jeune Naël. Ça avait pété partout. En Île-de-France, ça a été compliqué. On a dû fermer les grilles et même à clé, j'ai eu mon ami qui avait un tabac, qui était mon ancien employé, qui a eu son tabac quelques temps après sur Champigny, dans le 94. Et il fallait voir comment ils ont ouvert la grille avec une sorte de machine pneumatique. Et ils lui ont volé pour près de 110 cartouches. Ah ouais. Et le truc, encore, bon, allez, les cartouches, ça dégage, il y a une assurance, bon, voilà. Mais ce qui était plus important, et surtout, ça m'a fait vraiment peur pour eux, c'est qu'effectivement, ses parents dormaient au-dessus. Parce qu'on a beaucoup, d'ailleurs, je ne sais pas si c'était le cas c'était pour ton Mon oncle, beau-père. pour ton beau-père, effectivement, que les bureaux tabac, beaucoup ont des appartements au-dessus. On appelle ça donc les fameux logements de fonction. Ouais. Et donc, en fait, beaucoup dorment en fait au-dessus. Comme ça, le lendemain matin, on ouvre à 6h30, hop, On est c'est sur rapide. place, ouais. Voilà. Mais en même temps, on quitte jamais son emploi vraiment, quoi. Oh non, le bureau tabac, c'était... D'ailleurs, ça a été une des causes. Bon, même Pourquoi si- t'as vendu du coup? Pourquoi tu t'en es séparé? Alors, déjà, premier point, effectivement, déjà ça. Le fait d'être lié physiquement en plus. Là, on peut dire physiquement, parce que j'étais vraiment au-dessus. On ne peut Ouais. pas faire mieux. Je descends l'escalier, je sens déjà l'odeur du bar, etc. J'étais vraiment, en fait, lié à ça. T'avais des salariés ou pas? Oui, j'en avais 2. Ok. Et, mais bon, j'étais obligé quand même d'être là. Ouais. Il y avait, comment dirais-je, ça tournait. Et bien sûr, donc là, par exemple, moi, je faisais les matins. Donc de 6h30 jusqu'à 12h30. 5 jours sur 7. Mais donc ça a été une des causes. Deuxième cause aussi, bon, ça, pour beaucoup de gens, ça a été le Covid. Ouais. Le Covid, on a eu plein de choses qui n'allaient pas. Il y a eu donc, premier confinement, on a dû fermer la partie bar. Après, la partie bar, deuxième confinement, je crois, on pouvait laisser rentrer les gens, mais il fallait la fameuse attestation. Ouais. On s'amusait à un Une autre moment vie, donné. ça, une autre époque. C'est loin maintenant. Très loin. Ouais, ça paraît loin, ouais, c'est vrai. Hein, On quand- tourne et on a vraiment fait ça. C'est dingue, hein, juste une petite attestation pour aller Ouais. chercher une baguette. On se faisait contrôler. Par contre, attention, hein, les contrôles étaient sévères dans ma zone. Ils venaient, ils bloquaient les 4... j'avais 3 accès, pardon, 3, pas 4. 3 accès du tabac. Les policiers venaient, bloquaient tous les accès et contrôlaient tout le monde, dont nous même. Nous, c'était surtout par rapport en fait, au fameux vaccin. Sinon, on ne pouvait pas travailler. Donc, c'était très La police compliqué. contrôlait que toi, que les employés et tout. Vacciné, oui. Ah, c'est un délire quand même. Non, ça a été très compliqué. Ça a joué, mais mentalement, ça a été Ouais. très Mais compliqué. du coup, par contre, c'était pas du tout le bon moment pour vendre. Hmm. C'était pas le bon moment pour vendre à ce moment-là. Parce que, du coup, Bah, en fait, alors, le moment où il a été vendu, en tout cas, je l'ai mis en vente, c'est là où les confinements se sont arrêtés et Ok. que le marché s'est légèrement réouvert. ok. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, c'est un peu comme à la bourse, quand tu sens qu'en fait, tu es en fin de baisse et que tu penses que ça va commencer à remonter, c'est là où on s'est lancé sur la vente. Mais en plus, c'est du très tabac. long à vendre un bureau de tabac parce qu'ils checkent ton casier, tout ça. Enfin, Tout. Ouais. Tout, tu es obligé d'avoir un casier judiciaire vierge. Moi, Imaginons que tu ouvres un bar tabac, il t'arrive un truc, t'as plus un casier vierge, tu peux pas le revendre. alors, tu peux le revendre, Ouais. mais tu peux plus en racheter. Ok. Ça, c'est terminé. Ah, dès qu'ils vérifient qu'il y a Ah, un ils, petit checkent truc. ils ont checké le casier de l'acheteur, de l'acquéreur. Oui. Ok. Tout à fait. Et ce bar, aujourd'hui, il existe toujours, ce bar tabac? Oui, Ouais. toujours. Bah, en fait, aujourd'hui, un bar tabac, alors pour qu'il ferme, c'est que vraiment, il y a eu une gestion peut-être horrible ou Ouais. tout simplement la mairie veut juste l'arrêter. Mhm. Mais aujourd'hui, une licence tabac, c'est un peu comme une licence de taxi. Ça se garde au fur et à mesure des années. Ouais. Ce tabac-là existe depuis déjà les années... Alors, avant, c'était une droguerie, on appelait ça comme ça, et ils vendaient de l'alcool depuis les années 20. Donc, et après, il est passé tabac à partir des années 80. Donc ça fait, voilà, ça fait des années. Cette licence-là, elle sera toujours là. Et la licence alcool aussi, licence 4, qui elle aussi derrière, c'est une licence qui se revend au fur et à Ouais, mesure. ça se monétise. Mais du coup, tu as gagné de l'argent en revendant ce. Oui, ça va un Ouais. petit peu quand même. Ouais.
un Ok. petit peu. Donc ça m'avait permis effectivement, et c'est à partir de là, cet argent-là, ça nous a permis de repartir sur une nouvelle aventure qui était Happy Lemon. Happy Lemon. Ouais. Donc le bubble tea. Et tu cherchais une franchise bubble tea Ouais. en France et du coup tu as été sur celle qui était la plus grosse, en tout cas cotée en bourse, Ouais. à Taïwan, c'est ça? Ou en Chine? À Taïwan, Taïwan. ouais, tout à fait. Yummitown, le groupe Yummitown. Yummitown, plus de 1000 magasins à l'époque dans le monde. Ouais, tout à fait. Et en fait, du coup, j'ai été voir tout à l'heure effectivement Yummitown sur TradingView. Mhm. Et en fait, effectivement, sur le Taipei Exchange, Ouais. ils se sont fait massacrer sur la place financière. Ah oui. Donc je pense que Alors je pense que c'est même pas, comment dire, en fait, c'est pas ta faute, entre guillemets, t'es juste un peu une victime collatérale. Je pense qu'il y a des problèmes peut-être de gestion ou même de demande sur ce type de produit, parce que peut-être structurel même, parce que pour vous donner des ordres d'idées, donc Yummitown, qui est la société mère holding de Happy Lemon, ils font aussi d'autres types de produits, Oui, tout à fait. mais toujours en type boisson ou nourriture, quoi. Regarde, sur 5 ans, ils sont à moins 90%. Tout à fait. Et c'est vrai que sur le coup, en 2024, il y avait quand même effectivement une baisse. 2023, quand j'ai eu d'ailleurs, Ouais. non, c'était 2023. Ça baissait Début déjà. 2023, ça baissait déjà. Mais ça baissait déjà parce que, on parlait de cette histoire de l'Europe qui est boudée, que l'Angleterre commençait à stagner et qu'en fait, voilà, il leur fallait, une nouvelle personne pour relancer ça. On parlait donc de ce fameux un nouveau PDG, quelqu'un qui a une envie entrepreneuriale, quelqu'un qui a une mentalité d'entrepreneur, de vouloir se répandre sur la planète, parce que donc de partir on parlait même jusqu'à la Russie, donc en fait vraiment sur les 5 continents. Et c'est pour ça qu'ils avaient effectivement eu ce changement-là. C'était super sympa, et c'est quand on a vu ça qu'on s'est dit, bon bah écoute, et puis attention, il y avait cette baisse aussi, il y avait le Covid, tout le monde a souffert, certes, mais voilà, on était parti vraiment dans cette optique de se dire, voilà, ils ont cette envie-là, on voit derrière qu'il y a de la bonne volonté, et c'est à partir de là qu'on s'est lancé, parce que les autres marques de bubble tea, franchement, on voyait qu'il y avait quand même une baisse d'engagement. Je disais d'ailleurs au séminaire que certains faisaient n'importe quoi, donc au niveau de certaines directions. Et là, en fait, Happy Lemon, c'était la seule qui paraissait, en tout cas à ce moment-là, plutôt stable, Parce que malgré tu cette disais, il y baisse. a des investisseurs, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi et compagnie. Sauf Exactement. qu'au final, un changement de PDG et ça a encore plus empiré, quoi. Ouais, Regarde exactement. là, sur 6 mois, moins 27%. Sur un an, moins 40%. C'est énorme. Mhm. Alors que pourtant, les marchés, actuellement, le S&P, il pump. Enfin, Ah oui. même l'or et le silver ont beaucoup pumpé ces derniers temps. Et eux, ils sont à contre-courant. Donc, je pense qu'il y a un problème structurel, peut-être même sur le... Je sais pas. Tu Ah vois, oui. donc... Moi, j'ai vu de mes yeux, parce qu'après, je suis à Portugal, par exemple, a tenu que 6 mois. C'est extrêmement grave. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui a mis des sous pour s'implanter là-bas Oui. et il est resté sur le carreau. Je crois qu'on parlerait plus de... Alors, je donne un montant assez approximatif, mais pour l'ouverture d'un commerce comme ça, plus les travaux de la boutique, plus les loyers, plus les employés, je pense qu'en fait, il a dû avoir une perte facilement supérieure à 500 000 euros. C'est immense. Ouais. Donc voilà, j'ai trouvé ça effectivement extrêmement triste. J'ai vu, je l'avais eu en visio quand j'étais allé chercher en plus une partie de son stock, parce que il fallait qu'il s'en débarrasse. J'ai vu la tristesse dans ses yeux. Il est reparti aux États-Unis d'ailleurs, c'est un Américain. Et donc il est parti. Mais moi, ça m'a... À partir de là, je me dis, oula, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas du tout. Il n'y a aucun engagement, aucune publicité, parce que normalement, il faut quand même qu'il y ait une publicité de la part du groupe, un peu en Europe, etc., en France. Non, moi, je faisais tout derrière. Les réseaux sociaux, c'était moi, les influenceurs, c'était moi, tout. À un moment donné, j'ai dit, bon, il y a quand même peut-être anguille sous roche, il va falloir peut-être commencer à poser des questions. Ouais. Et c'est quand j'ai commencé à en poser un peu trop que finalement, je voyais qu'en fait, c'était pas coquille vide avant, ça ne l'était pas. Mais là, avec ce nouveau PDG, d'ailleurs, que je crois qu'il est parti entre-temps, ça n'allait pas. Ouais. Son objectif, en fait, à lui, et c'est là où tu vois que ça va pas, c'était de amplifier sa force et son engagement sur les boutiques qui marchaient déjà. Mais quel est le but ? Si elles marchent déjà, laisse-les tranquilles. Faut aider les petits. Mais je pense qu'ils avaient déjà des difficultés financières et que du coup, tu vois,
Possible. Ouais. Possible. Et du coup, comment tu avais fait pour obtenir cette master franchise, qui est quand même quelque chose d'important? Il me semble que les Taïwanais, ils ont tout épluché, même ton compte Instagram pour voir qui tu étais. Tout à Tu avais fait. des conditions d'ouverture, au moins 2 ouvertures avant les JO. Exactement. Comment tu avais obtenu du coup cette master franchise? Bah, en réalité, c'est ça, c'est comme tu le dis, c'est-à-dire qu'ils vont regarder déjà d'une éplucher donc les réseaux sociaux. C'est la première chose. Déjà, ils veulent pas de personnes. Les Taïwanais, en fait, sont assez méthodiques là-dessus. C'est des personnes avec qui tu travailles, c'est vraiment très... Franchement, ils sont cool, mais c'est vraiment, voilà, ils sont droits comme tout. Mais voilà, ils regardent tout derrière. Les réseaux sociaux, ce que tu as eu comme commerce, est-ce que ça s'est bien passé, etc. Quelle est ta vie? Après, attention, on a eu aussi un entretien en visioconférence, ma mentalité en tant qu'entrepreneur et tout. Hein. J'avais l'impression de... Comme si on était en mode podcast là, mais face en fait à la personne Ils étaient venus et ils sont Paris. Oui, ils sont venus sur Paris. J'ai eu carrément même le formateur qu'on a dû payer d'ailleurs pour qu'ils viennent ici. Ils parlaient français ou tu parles anglais? Il parle anglais. Et avec mon anglais, on va dire, c'est approximatif, mais ça m'a forcé. C'est bien, faut... Bubble tea, yeah, bubble tea. Big money, big money. Ah ouais, non, c'était vraiment... Alors par contre, il avait une très très bonne mentalité, mais ouais, c'est vrai que ça m'a forcé sur mon anglais. C'était, mais voilà, il est venu pendant 1 mois et demi, à mes frais. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'était même pas un problème de demande ou de vente, parce que ça cartonnait. Quand tu as ouvert, tu as eu une file d'attente d'1h30, 80 mètres de queue, 4 coupures de courant, tu m'as dit, parce que tu étais en monophasé. J'étais en monophasé. En fait, ça cartonnait. C'est ça qui est frustrant, en fait. Ah, je me Raconte-nous rappelle. un peu l'ouverture. Ah, ce jour-là, ma femme voulait m'arracher la tête. C'était c'était vraiment... Parce qu'en fait, j'étais en 9 kVA. Donc en 9 kVA, le maximum en monophasé, c'est 12. Et moi, je me suis dit, 9, ça suffit. Mais non. Ce jour-là, on avait 70 mètres. D'ailleurs, tu m'avais envoyé un message, je crois, ce jour-là, en mode, mais c'est fou la file d'attente. Ouais. Et moi, j'aimais beaucoup. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une ouverture de bubble tea ou même d'un commerce, c'est la mode maintenant. Tu prends ton téléphone et tu filmes, sans trop filmer, bien sûr, le visage des gens. Preuve sociale. Voilà, preuve sociale. Tu montres en fait la queue qui est immense. Ouais. Et là, on était sur une queue de presque 70 mètres. Mais c'était immense. Et sur le coup, non, ça avait cartonné de fou. Cartonné de fou. Et ce jour-là, ouais, on a eu 4 coupures d'électricité. C'était un délire. Mais après, c'est vrai qu'il y avait C'était le départ. On bombardait toutes les machines en même temps. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Bon, maintenant... Et d'ailleurs, c'est pour preuve, je tourne toujours en monophasé, mais en 12 kVA et j'ai pas de problème. La gestion est tout autre. Mais ouais, c'était vraiment la folie. On avait vendu ce jour-là... En tout cas, c'était samedi et dimanche, l'opening. Sur un jour, je crois qu'on avait fait presque 600 boissons vendues. Ce qui est immense. Vraiment, c'est énorme. Ouais. Et après, on avait... Alors ça, c'était l'avant Tasty Krusty. On va l'appeler ça comme ça. Parce qu'aujourd'hui, le Tasty Krusty, c'est un phénomène de mode. Mais c'est quoi aussi? À chaque fois qu'il y en a un qui ouvre, ah bah tiens, les gars, venez, il y a un nouveau Tasty Krusty qui va ouvrir. Et les 100 premiers... clients qui arrivent, c'est 100 premières box offertes. Bah nous, en fait, on faisait déjà un peu ça. C'est-à-dire que... Mais là, les gens, ils vont se battre. Là, on a vu avec la canicule en France, les gens, ils se battaient pour un ventilateur. Ah, bah oui, bien sûr. Et chez Action, pour un climatiseur, quoi. Ouais. Là, sur le coup, on avait vraiment... Bah, c'était une boisson achetée, une boisson offerte. Donc là, forcément, les gens venaient... ça a même un peu gonflé artificiellement par moment la queue, parce que... bah il y avait le fils qui ramenait sa maman. Bref, ça, c'était pas mal. Et ça, on a fait ça pendant 2 jours. Et les Jeux Olympiques, c'était un fail en fait, parce qu'ils annonçaient plus de 100 millions de touristes à Paris. Ouais. Et en réalité, les Parisiens, ils se sont barrés pour beaucoup pendant les Jeux. Beaucoup de finalement touristes ne sont pas venus. Je sais pas trop pourquoi. Et du coup, ça t'a rien rapporté vraiment les Jeux. Bah, en réalité, ce qui s'est passé... J'avais ouvert donc ma première boutique, c'était en septembre 2023. Deuxième boutique Opéra, je l'ouvre en avril 2024, pile poil avant les JO qui arrivaient donc pour le mois de juin, que je ne dise pas de bêtises, 2024. On s'attendait effectivement à énormément de monde. Rien que pour Paris, on parlait de entre 15 à 20 millions de touristes, en tout cas de personnes qui viennent de l'étranger. On a eu à peu près, selon les chiffres officiels, entre 2 à 2,5 millions. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Parisiens sont partis, les touristes ne sont pas venus. Et qu'est-ce qui a provoqué ça? En grande partie, ça a été l'histoire
Déjà, d'une, les réseaux sociaux, bah forcément, l'histoire de la fameuse, je ne sais pas si tu te rappelles, d'un reel qui était passé, ou un reel, ou c'était même d'ailleurs sur TikTok, de la fameuse Coca à 14 euros en terrasse Ouais, j'ai pas vu. sur Saint-Michel. Ça a joué. Ouais. Ça a joué. On va pas... Un Ouais, Coca-Cola 14 euros. Ouais, ouais. Ça fait cher le centilitre, quoi. Et ça a été déjà un truc. Ensuite, beaucoup de vidéos qui ne nous ont pas mis en valeur. De par, effectivement, peut-être la propreté de certaines rues. Bref, ça a fait beaucoup de choses. Et puis, du côté parisien, bah, ça a été effectivement la peur qu'on leur a dit que les JO, ça allait être blindé, etc. Ils se sont barrés, quoi. Et ils se sont barrés. Ouais. Et dernier point, et pas des moindres, ça a été les grillages. Paris a été totalement... Ah oui, ouais. C'était des grillages Cloisonné, partout. tout ça, ouais. C'était une horreur. On voyait les gens, en fait, je ne sais pas si c'était dans le cadre du Vigipirate, je crois, on voyait les gens en train de marcher... Comme des moutons, ils comme- suivaient un chemin, ils ne pouvaient pas vraiment circuler comme ils voulaient. Voilà, exactement. C'était vraiment triste quand je voyais ça. Et donc, nous, on a pris, par rapport à l'estimation, moins 60%. Hmm. Alors, pour un démarrage, c'était pas vraiment le meilleur des cas, c'était pas le meilleur démarrage qu'on puisse attendre. Et certaines personnes, d'ailleurs, certains collègues commerçants, restaurateurs sur l'île de la Cité, eux, ils ont été carrément fermés. Sont tombés jusqu'à moins 80%. Terrible. Par contre, le loyer, ils continuent à le payer. Ah oui, exactement. Ouais. Et nous, c'est ce qui s'est passé aussi, d'ailleurs. Tu nous parlais du Tasty Krusty. Explique un petit peu c'est quoi, parce que je suis pas sûr que tout le monde... Tous ceux qui regardent le podcast, ça vraiment, c'est plus un truc vraiment pour les jeunes, on va dire. Ouais. Bah, en fait, le Tasty Krusty, c'est devenu tendance depuis déjà quelques mois. Là. Ouais. Ça a bombardé. Même mon gosse, maintenant, il a 10 ans. Ah, Tasty Krusty. C'est quoi? C'est du riz et du poulet? C'est tout. C'est tout. Alors, moi, ayant effectivement, comme je dis, ma femme est donc d'origine chinoise. Mes beaux-parents avaient un traiteur asiatique. Ouais. Franchement, ils faisaient pareil. Poulet du chef, petit riz en dessous et avec sauce aigre douce dessus. C'est la même chose. Sauf qu'en fait, en réalité, ils ont réussi en fait, à porter ça. Je sais pas, l'algorithme des réseaux sociaux, surtout celui TikTok, a mis en avant fortement et ça a explosé. Leur approche commerciale est extrêmement agressive en venant et disant voilà, les gars, et en plus ils savaient qui ils visaient. Donc les jeunes, des quartiers et tout ça, les gars, c'est gratuit. Les 100 premières box sont, par exemple, sont offertes pour l'ouverture. Les gens se battaient. Et puis en plus, c'était est-ce que c'est impressionnant. vraiment après tes clients qui vont venir tu vois ce que je veux dire? Tu leur donnes... ceux qui viennent pour avoir une box gratuite, est-ce que c'est des clients qui vont venir après? Normalement, non. Ah, je vais être direct, non. Ouais. Non. Moi, je l'ai vu pour Happy Lemon. Sur cette ouverture-là, on a réussi à garder entre 30 à 40%. Ouais. Le reste n'est plus revenu. Ils sont juste venus en fait pour la promo. Voilà, ouais, il y a un truc gratuit, on y va. Voilà. Bah, c'est un peu comme les histoires d'à l'époque quand on avait, par exemple, tu veux je sais pas, faire un massage sur Groupon. À l'époque, c'était Groupon. Ouais, ça existe toujours. Ça existe toujours. À Dubaï aussi, il y a, mais c'est moins coté qu'avant. Ah. L'idée, c'est en fait, le commerçant, il fait un truc sur Groupon, Ouais. il perd de l'argent tout de suite. Il n'est pas rentable, mais Mhm. l'idée, c'est normalement après de fidéliser un client qui va revenir après. Et en fait, c'est un petit peu un genre de media buying. Il achète du trafic qui après est censé être rentable après. Enfin, c'est mon avis que j'ai là-dessus. Ouais, tout à fait. Et le truc, c'est que moi, je l'avais fait à l'époque sur l'une de mes boutiques onglerie. Ouais. Ça a été un fiasco total. Il y a eu presque en une semaine 270 demandes. Et pour qu'à la fin, j'ai eu gagné que 5% de clientèle. Ça fait mal parce que Les 270 demandes, c'était quoi le truc? C'était une réduction c'était une réduction. Donc Et- en fait, elle pouvait faire par exemple une pause de gel qui est par exemple est à peu près, je sais pas, je dis 25-30 euros, je crois. En fait, elle avait à moins 40%. Il y a moins 40%, t'es pas rentable. Je l'étais quand même un petit peu. Ouais. Ça, voilà, on va dire, ouais, ça passait encore. Mais bon, j'avais gratté complètement ma marge. Et sur le coup, là, tu te dis, mais en fait, ils sont tous partis. Et en fait, il y a des gens, on appelle ça les chasseurs de bonnes affaires. Ouais, Ils viennent, ils prennent et Mhm. hop, ils repartent. Et du coup, le Tasty Krusty, là, t'es pas du tout chaud pour lancer ça. Un truc là-dedans. Une franchise ou un commerce là-dedans. Je pense, je peux me tromper, mais c'est un effet de mode. Parce qu'aujourd'hui, là, on le voit, déjà d'une, plein de gens le font maintenant. Il n'y a plus Tasty Krusty. Ils sont en plus dans un... Ça, j'aime bien par contre, parce que moi, je suis fan un peu aussi de jeux vidéo, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'image, juste dans le stand, ça fait un peu, comment dirais-je, GTA style, Miami Vice. Ouais. Et le côté un peu
Ouais, ça fait vraiment Miami Vice. J'étais à Vice City avec les couleurs des années 80, Lamborghini Countach. Ça donne un peu cet effet-là, avec les palmiers, etc. Mais en fait, tout le monde imite. Là maintenant, aujourd'hui, on a, comment dirais-je, même mon voisin, un de mes voisins commerçants, je vais aller chercher en fait comment il appelle? Le Krusty Tasty. Ouais. Bon, En voilà. fait, tu vas passer d'un moment où il y avait plus de demandes que d'offres. Après, les boutiques vont se créer. Il y aura peut-être un moment après, il y aura plus d'offres que de demandes. Bien sûr. Mm. Là, je te parlais tout à l'heure du Mais- côté de famille asiatique. Bah, là, maintenant, il y en a certains traiteurs Mais ça- asiatiques qui font ça aussi. Ça peut être pareil pour le matcha et pour le bubble tea aussi. Le matcha a quelque chose qui est spécial. Il faut bien comprendre, c'est que le matcha, déjà d'une, effectivement, là, ta boisson, donc le matcha fraise est à 6,80. Déjà, ça reste quand même, bon, ça reste un prix. Même si je dis pas forcément très cher, il y en a certains qui sont plus chers que nous. Mais les gens, quand ils viennent prendre chez nous, c'est parce qu'en fait, il y a une marque de matcha qu'on utilise, qui est en fait, bon, pour ceux qui connaissent, c'est le Marikukom Yemen. C'est une marque japonaise qui est très valorisée et que les fans de matcha apprécient particulièrement. Il n'est pas trop fort et il se marie très bien en fait avec la crème de matcha qu'on met sur la boisson. D'autres font des matchas et ça passe pas pareil. Là, on le voit par exemple sur certains posts. Il suffira de regarder. Je dis aux gens, allez voir The Matcha Paris sur Google Maps, 4,8 sur 5, plus de 760 ou 770 avis. Surtout les derniers, là, vous regardez, beaucoup de gens disent c'est le meilleur matcha de Paris. Quand on dit meilleur matcha de Paris, c'est parce qu'en fait, c'est le goût qui leur plaît. Sur un Tasty Krusty, alors attention, il y a certains dont peut-être le poulet frit sera meilleur que d'autres. Mais en réalité, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Là, sur le matcha, c'est différent quand même. En fait, moi, j'aime pas le matcha. En tout cas, c'est l'idée que je m'en faisais. Et là, honnêtement, celui-là, il est bon. Regarde, je l'ai dégommé. Il est bon. Et en fait, moi, faut qu'on se serre les coudes entre entrepreneurs. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est que, regarde, on va offrir 10 casquettes. Tu vas les ramener dans ta boutique Ouais, à un match à Paris qui est à Châtelet. ouais, tout à Ce fait. match à Paris. The Matcha Paris à Châtelet, ouais. Donc, du coup, vous regardez le podcast. Vous allez à un match à Paris, vous prenez une boisson ou plusieurs et vous demandez au vendeur ou à la modeuse ou à Julien s'il est là. J'ai pris ma boisson et je voudrais avoir la casquette qui va avec le podcast. Il n'y en a que 10. Donc voilà, c'est pas avec 10 boissons vendues que Julien va changer son business, mais vous allez repartir avec une casquette. Et Julien, ça fait toujours du monde qui vient, donc c'est cool. Il y a 5 casquettes Bitcoin qui a bien pris cher en ce moment, mais c'est justement maintenant qu'on veut rentrer, même s'il peut encore baisser, bien sûr. Là, on est autour de 59 000 $. Voilà, ça, de manière générale, c'est 500 jours avant le halving. C'est intéressant de rentrer, donc ça va nous faire du fin 2026, début 2027. Donc voilà, en tout cas, aujourd'hui à 59 000 $, les gens ne veulent plus de Bitcoin, alors que quand il est à 120 000 $, tout le monde en veut. Vous aurez compris un petit peu la logique. Donc 5 casquettes Bitcoin et 5 casquettes QLR, qui étaient la Trace. Donc Julien, tu peux les ramener dans ta boutique, tu me diras. Donc voilà. Ah ouais, Allez à Matcha Paris, si vous êtes sur Paris en région parisienne. Et vous allez prendre votre matcha à goûter. Nous là, c'était le fraise, lait et matcha du coup, et les glaçons. Donc voilà, hein, cette vidéo n'est pas sponsorisée, il y a pas de, on ne sponsorise pas sur le podcast. Voilà, c'est juste qu'on doit serrer les coudes entre entrepreneurs. Allez goûter le produit, il est très bon et vous pourrez avoir une casquette que je vous offre. Donc voilà, donc c'est cool. Donc combien de marge tu as sur ce genre de produit? Oh, faut compter là sur une boisson comme ça. On est à peu près sur du, allez, entre x3, x3,5. Donc faut compter à peu près, oui, là sur une boisson à 6,80, je pense aux alentours de 2 € quand même. De marge? Oui. Alors il y a des boissons qui sont beaucoup plus, bien sûr, la marge est plus Là, grande. tu parles de marge brute ou marge nette? C'est-à-dire que tu as quoi? Tu as 30% de marge? Ouais, faut compter à peu près ça, ouais. Et là, sur le coup, le matcha, c'est plus compliqué parce que le matcha lui-même reste quand même très cher. Mais il reste effectivement relativement cher. Ça, ce sera pas pareil, par exemple, et comme je disais, on a gardé 80% des boissons de notre ancienne marque. Et sur le coup, merci. Et sur le coup, il y a effectivement sur certaines boissons, oui, on fait plus de marge. Mais le matcha, voilà, produit de qualité, les gens viennent, même si ça fait moins de marge, peu importe, ça fait que les gens viennent. Ouais. Et puis, pas tout le monde aime le matcha, attention. Ouais. Mais voilà, la personne qui ramène son copain, par exemple, ou sa copine, il prendra par exemple un thé, Ouais. un cookie,
un muffin, etc. Bref, c'est comme ça qu'on gagne la clientèle. Et pour info, là, au niveau de la... Je compare en N-1. Je compare en N-1. The Match à Paris, on l'a ouvert donc le 26 décembre 2025. Par rapport à N-1, donc on compte depuis janvier. On est en moyenne à entre plus 35 et plus 40% par rapport à N-1. Ce qui est vraiment pas mal, honnêtement. Par rapport à Pilemon. Par rapport à Pilemon, ouais. En N-1, on était à Pilemon, donc là, c'est vraiment pour moi, là, c'est la meilleure façon de calculer, c'est comme ça que je le vois. Et à chaque fois, là, on le voit vraiment, sur le coup, Donc, plus 35%, c'est pas mal. Plus 35% de chiffre d'affaires, mais en plus, tu n'as plus de royalties. Et j'ai plus de royalties. C'était des royalties de combien? On était à 5%. 5%. Mhm. Et la marge sur le bubble tea à Pilemon? Fallait compter. Moi, j'aime beaucoup le compter comme ça, c'est-à-dire en fait ce que ça me coûte et en fait combien ça me rapporte. Ouais. Par exemple, sur une boisson à 6 euros, il fallait compter à peu près. Quoi qu'il y avait les royalties, etc. J'avais un peu plus de charges parce que j'ai beaucoup changé. J'ai changé pas mal de choses depuis l'arrivée de The Match à Paris. Ouais, fallait compter aux alentours de. Ouais, une boisson me coûtait à peu près 1 euro, 1,10 € sur tu une la vente vendais à 5,50 €, 6 euros. Ouais. Ouais, donc Mm. très belle marge. Pas mal. Ouais. Ça te coûtait 1,10 €, tu disais, en comprenant les royalties. En comprenant les royalties. Ouais. Donc, sacrée marge. Mm. Ouais. Après, le gros problème, et ça aussi c'était le problème de Happy Lemon, c'est l'image de marque qui n'avait pas été renouvelée et ça donnait aussi cet effet très boisson d'été. Ouais. On avait beaucoup de monde, et là d'ailleurs l'année dernière, et c'est là où je vois que d'ailleurs là au mois de juin, on est à plus 20, presque plus 25 seulement par rapport à plus 35 sur la moyenne des 5 premiers mois, Ouais. parce que en fait en été ça marchait. Ouais, t'as ce côté un petit peu saisonnier, quoi. Saisonnalité. Que tu Exactement. n'auras pas avec le match à... The Match à Paris n'a rien à voir. Mm. Et là, dès le mois de janvier, mais ça franchement, alors je dirais pas explosé, mais on a vu vraiment une sacrée différence. Et autre chose, le côté plus chill. Plus chill, l'image. Avant, c'était un jaune pétant, le côté un peu, le petit citron mignon, là, ça faisait un peu peut-être enfantin. Là, sur le coup, là, on est vraiment couleur beige, un peu de boisé, etc. Les gens s'y sentent mieux. Même la musique est plus chill. Avant, c'était beaucoup de musique coréenne, K-pop, etc. Là, maintenant, on est différent. On fait beaucoup d'events K-pop. C'est quoi un K-pop? K-pop, c'est de la pop coréenne. Donc, c'est Ah comme oui, la mon J-pop fils à est fan de l'époque. ça, ouais. Voilà, donc BTS, tous ces groupes un peu. Voilà. Mais c'est-à-dire, tu fais un élément K-pop. Alors, les événements K-pop, c'est quoi? Ça a commencé, alors déjà, fin 2024 à l'époque avec Happy Lemon. Je trouvais ça un peu fantaisiste. Il y a une fille qui vient et qui me demande, bonjour, je voudrais savoir comment faire, est-ce qu'il y a possibilité de faire un event K-pop? Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle veut me dire avec un event K-pop? Et en fait, c'est quoi? C'est dans le cadre d'anniversaire ou de concert, ce sont des filles qui viennent sociabiliser, parler de leur groupe préféré directement dans le lieu de leur choix. Et elles avaient été un peu boudées par d'autres boutiques, donc en fait elles sont venues chez moi. Et depuis, ça n'a pas arrêté. Depuis le mois d'octobre 2024, bon c'était un peu calme au départ, on en est déjà à notre 16e event. 16e. Et c'est impressionnant dans le cadre d'anniversaire. Ça marche un peu moins, mais ça permet effectivement ça me fait gagner une nouvelle clientèle aussi. Hein. Et en plus, comment dirais-je, surtout féminine, mais surtout dans la classe d'âge qui en fait va parfaitement à The Match à Paris. C'est quoi la classe d'âge? Il faut compter entre 15 à 35 ans. Et ça, c'est parfait. C'est vraiment ce qu'on cherche. Et là, depuis, j'ai fidélisé beaucoup de clientèle qui venaient des events. Maintenant, ils viennent pour boire leur petit matcha, leur petit taro lait frais, qui sont des boissons encore de l'ancienne marque. Et ça, c'est cool. Et là, en mois de septembre, on va faire une nouvelle chose. Et c'est ça qui est cool. Maintenant, je suis libre de mes mouvements. On va faire des ateliers matcha. Là, par contre, ça sera hors ouverture. Donc, on fera ça avant ouverture. Avant ouverture? Oui. C'est-à-dire, quelle heure? Parce qu'en fait, nous, The Match à Paris est ouvert de 13h à 21h30 et à 22h le week-end. Donc, ce qui fait qu'avant ouverture, on fera donc des ateliers. On appelle ça des ateliers matcha. C'est une classroom. Des gens payent pour venir apprendre à faire du matcha. Okay. Et avant ouverture, c'est-à-dire, ça sera certainement entre 10h et midi, 2h. Je pense que c'est des classes qui seront aux alentours de 30-40 €. Et les personnes apprennent avec une influenceuse matcha. Ok, ouais, c'est cool. Et ça, c'est cool. Ça permet, depuis, on s'est agrandi. On devient vraiment un lieu
de renom, j'espère en tout cas. Et là maintenant, ça sera charge de revanche parce qu'avec Madame, on est vraiment avec cette histoire de revenir sur Opéra, boutique qu'on avait fermée en août 2025, avec certainement, je pense quand même, un loyer peut-être un peu plus raisonnable, mais surtout avec The Match à Paris. L'objectif, c'est de s'agrandir et qui sait peut-être plus tard pour franchise. Pour l'instant, Par je ne contre, veux toi, pas. pour franchiser, je sais pas si tu auras un franchisé à Marseille. The Match à Paris, tu vois. Euh, peut-être dans les... Oh, ouais, Ou compliqué. peut-être que si, peut-être que si. Ah, Mais c'est... peut-être que si. Hein. Ah, peut-être Mais- sur la... tu me Parce dis... que le côté Paris, il marche à l'international, mais en France, Ouais. pas forcément. Tu vois, je sais pas si à Brest, ils vont vouloir un match. Peut-être, hein, peut-être que je dis des conneries. Hmm. Faut la tester. Alors, peut-être c'est pas la bonne comparaison. Je vais comparer par exemple à l'Occitane de Provence. Ouais. L'Occitane, en Non, fait, mais on la pense... Provence, tout le monde aime. Paris, Ouais. tu sais, en dehors des Parisiens, tu sais ce que je veux dire. C'est vrai. Tu me dis, Ouais. bah ça écoute, on verra, mais... Non, mais peut-être que je dis de Mais la c'est merde. vrai que The Match à Paris, alors, je pense honnêtement, quoi qu'il arrive, ça sera The Match à Paris sur les autres Bien villes. sûr. Ouais. Non, non, Ça mais sera The Match à Paris à Dubaï, si, imaginons. Ouais. Ah bah, Qui à sait, Dubaï, ça marcherait. voilà. Alors, ça, je croise les doigts, mais en tout cas, ça serait trop cool. Mais ouais, sur le coup, ça sera The Match à Paris partout. Ouais. Donc, si... Donc, tu es en train de penser à développer ça en franchise, créer un Ouais. DIP, Ouais. un document d'intérêt précontractuel. Mais pour l'instant, je veux faire maintenant, cette fois-ci. C'est pour ça d'ailleurs, à l'époque, après document d'ailleurs... d'information. Bah, déjà, après le séminaire, j'avais déjà eu des contacts d'ailleurs, hein, de personnes qui voulaient Happy Lemon. pour Happy Lemon. J'ai été en contact avec certaines personnes, mais après, certaines personnes voulaient continuer, d'autres personnes ont arrêté, Ouais. mais j'ai décidé de... Dès que j'ai commencé en fait, j'ai vu que le C'était PDG 2 avait mois changé. après le séminaire. J'ai décidé en fait tout simplement Ouais, ouais. d'arrêter. J'ai dit, Mhm. oula, je veux pas mettre d'autres personnes Dans le délire, dans le plan. voilà, dans le plan. Je préfère effectivement juste, je coupe, je prends pour moi et on va voir ce qu'on va faire. Ouais. Et The Match à Paris, j'avais pas encore d'idée de The Match à Paris ou quoi que ce soit, hein. L'idée est arrivée en septembre 2025. Et à partir de là, on s'est dit c'était la dernière chance. Madame est allée se former en pâtisserie à Canton, en Chine. Et je suis allé la rejoindre d'ailleurs. Et c'est à partir de là, petite chose très importante. Je disais d'ailleurs qu'il y avait plus de 100 boutiques en Chine. Quand on s'était vu, donc en tout cas, je suis passé au séminaire. Depuis, il n'y en a plus, quasiment, en Chine. Tout a Absolument. fermé, ouais. Tout Après, a on fermé. sait que la Chine et Taïwan aussi. Ah oui, alors, on va dire que c'est un combat invisible. C'est un combat, en fait, en backstage. Devant, oui, bien sûr, on le voit dans les infos, ça se tape, mais en réalité, ça se tape pas. Mais ça se donne des coups bas par derrière. Et commercialement et d'un point de vue économique, La Chine, en Taïwan, fait... ils ont tous les microprocesseurs et compagnie. Bien sûr. Bien sûr, mais là, en fait, c'est ça ils sont très forts, la Chine, là-dessus. C'est que l'objectif, c'est d'affaiblir par derrière. Et comment ils affaiblissent? Bah, par exemple, quand ils ont affaibli ces boutiques taïwanaises qui ont ouvert, par exemple, en Chine, c'est en ouvrant d'autres marques, mais chinoises. Mm. À partir de là, ils les ont tous bouffés les uns après les autres. Je suis allé à Canton, très belle ville d'ailleurs, j'ai adoré. Personnellement, j'ai adoré. Je suis allé voir, et c'est là où à partir de je me suis dit, non mais en fait, c'est pas possible. Il y avait... quand j'y suis allé, il y avait encore sur AMAP, c'est un peu le Google Maps chinois, 6 boutiques d'Happy Lemon. Ouais. Il n'y en avait plus une seule. Elles ont Mm. toutes été remplacées par quoi? Des bubble tea de marque chinoise. Mm. Et là, tu te dis... Alors, certes, déjà pour Happy Lemon, ouais, ça a confirmé ce que je disais déjà depuis quelques temps. Et surtout, en plus, la Chine, en fait, par derrière, tac, allez, on va remplacer par une autre marque. Et en plus, elle est chinoise. Donc, elle est nationale. Ah ouais. Préférence nationale, on met dessus et puis Mm. hop. Ta femme parle mandarin. Oui, Et complètement. toi? Oula. Alors, je sais quand la grand-mère, elle m'appelle pour aller manger, c'est déjà bien. Ça, c'est le plus important. Jamais je mourrai de faim ou de soif. Mais alors, j'avais commencé à prendre le mandarin. C'était Notre-Dame de Chine dans le 13e arrondissement. Quartier, d'ailleurs, asiatique, hein, Ouais. de Paris. Moi, j'allais à rue Montgalet pour faire mes ordinateurs à l'époque. Ah, ça, c'était Ouais. là. Et d'ailleurs, ça existe toujours. Il y hein. avait Surcouf et tout à l'époque. Là, ouais. Oh là là, sur coup, ça date, ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, rue Montgalet, ouais, c'était la boutique, c'était la rue informatique. Tu avais un problème d'ordinateur portable, tu allais là-bas. Ou avec ton gros PC, tu venais avec ta Ouais, centrale. Mais, ouais, donc le 13e quartier asiatique aussi. Et j'étais donc à Notre-Dame de Chine. Le petit est né 6 mois après.
J'ai fait, bon, j'avais pas le temps, quoi. J'ai dit, bon, c'est bon, stop. Je sais juste vraiment le strict minimum, on va dire. Déjà, je sais compter, dire 2-3 mots et puis basta, quoi. Mais ouais, comme je dis, je peux pas mourir de faim. C'est déjà une bonne C'est le chose. plus important. Voilà. Niveau douane, t'avais morflé aussi. Pourquoi t'avais payé 20 000 euros de pénalité pour Happy Lemon? Ouais. Et donc ça, bah, ce qui s'est passé, c'était, il y avait deux problèmes. Déjà, premièrement, effectivement, Happy Lemon, qui passait pas forcément les documents demandés par les douanes françaises. Nous, on passait par les douanes du Havre. Donc c'était très compliqué. On était entre deux, nous, on était intermédiaires, on comprenait pas, on se faisait taper sur les dents. Et autre chose, quand on a des produits qui arrivent sur le port d'arrivée, on le met dans un entrepôt et chaque jour, faut payer. 200 balles par jour. C'était une horreur. Et en plus, en fonction du mètre carré que t'occupes. Et moi, j'étais à peu près 250 euros. Et je fais, non, mais c'est pas possible. Et Happy Lemon tardait en fait à m'envoyer les documents, et des fois quand il m'envoyait les documents, n'étaient pas les documents que demandaient les douanes. Et c'est là où j'ai découvert, de par des connaissances, que en fait il y a en Europe deux douanes qui sont extrêmement compliquées et à cheval sur les règles. Des fois c'est même de trop, honnêtement. C'est le Havre et c'est le port à côté de Porto, à Lisbonne. Ils sont très très compliqués. Il y en a qui sont beaucoup plus simples, qui laissent un peu plus passer. Et je dis pas que de laisser passer comme ça. Non, c'est surtout, ils sont plus humains. Ils savent bon, il n'y a pas de problème, c'est bon, ça passe. C'est par exemple Rotterdam et Barcelone. Beaucoup mieux, mais c'est con, j'aurais dû passer par eux. Mais le Havre, c'était dingue. Dès qu'en plus on arrive avec eux, et pourtant c'était de la poudre. Par exemple, de la poudre de oula. De la poudre de lait. Le Dairy Creamer. Dès qu'ils voyaient ça, les Porsche et tout là. La Panamera, faut lui mettre de l'essence là. Mais faut la payer. Non. Mais sans déconner, non, en fait, c'était par exemple le Dairy Creamer était fait en Europe. C'était fait en Hollande, mais elle était emballée à Taïwan. Bon, déjà, tu vois, côté écologique, c'est pas terrible, mais bon, elle était faite en Hollande. Et ben même comme ça passait pas. Il fallait leur donner des preuves par A plus B, etc. Et c'était le service vétérinaire qui était extrêmement compliqué. Et à ce qui paraît, il y a des ports comme ça qui sont plus compliqués que d'autres. Le Havre, très très difficile. Très très difficile. Moi, je le faisais passer par bateau. Sauf si vraiment j'avais besoin de produits très rapidement, je devais le faire passer par avion. Ouais. Mais là, j'étais sur du x3. En termes de budget. Oui, complètement. Si on revient au business physique, du coup, vraiment en termes de local, explique-nous, c'est quoi un pas de porte? Alors, un pas de porte, en fait, pour accéder, pour avoir le bail du commerce en cours, il faut payer tout simplement un pas de porte. Voilà. C'est un peu l'image du droit d'entrée. Pas de porte, c'est-à-dire pour mettre un pas dans la boutique, tu dois, en tout cas pour ta future boutique, tu dois payer. Tu dois payer après pour ce bail. S'il y a déjà une boutique voilà, exactement. Existante. Ce pas de porte, en fait, en réalité, c'est surtout ça. C'est-à-dire, voilà, il y a une boutique existante, tu arrives, Mais qui est en train de mourir ou qui ferme, si du coup ils veulent... Pas forcément, des fois, en fait, ça peut... Là, par exemple, oui, sur le coup, moi, j'avais, sur Châtelet, c'était une boutique de vêtements. Qui encaisse ce pas de porte? Le propriétaire du local ou le commerçant qui... Le commerçant. C'est le commerçant qui prend. Et moi, par exemple, à l'époque, c'était... en fait, c'est son droit au bail qui te donne. C'est un droit au bail, tout à fait, exactement. Donc, il me donne droit à ce bail, donc je paye ce montant pour y accéder. Et pour le coup, là, tu achètes juste une visibilité et un passage, puisque sa clientèle, si le gars il vend des chaussures, toi tu fais du matcha. Ah bah non, moi j'ai 0% de sa clientèle, quoi. Ça, c'est clair. Et du coup, il faut compter combien pour un pas de porte sur Paris? Sur Paris, ça dépend. Alors, il y a deux mondes sur Paris. À Châtelet, par exemple. À Châtelet, bah voilà, en fait, il y a deux mondes. Il y a le monde là où il y a une rue passante. Il y a le monde où il y a une rue non passante. Paris, malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Emplacement numéro 1 bis. Voilà, nous, on était un peu sur Châtelet en 1 bis, on va dire. C'est-à-dire emplacement peut-être un peu moins passant, mais quartier extrêmement actif la nuit. Et donc, nous, on avait eu à peu près, fallait compter aux alentours de, à l'époque, en tout cas en 2023, 120 000 euros. 120 000 euros pour un local qui fait un peu plus de 120 mètres carrés, mais avec 40 mètres carrés de commerce. Donc, t'as un bail 369. Ouais, tout à fait. Le jour où toi, si tu veux céder ton local, quelqu'un te repaiera un pas de porte.
Oui, que tout tu à fait. pourras monétiser plus cher d'ailleurs. Ah oui, mais là, Donc carrément. en réalité, c'est plus un apport que tu mets que tu récupères un jour, quoi. Oui, mais là, ça sera pas. Par exemple, je disais, je crois que c'était aux alentours de 120 000. Ça sera pas 120 000 euros là. Parce que déjà, j'ai un commerce, effectivement, beaucoup de monde qui rentre. Même imaginons qu'il fait. Là, par contre, sur le coup, s'il veut ouvrir une boutique de chaussures, c'est pas mon problème. J'avais du monde avant, c'est son problème. Ouais. Mais là, je suis totalement libre d'arriver et de lui dire, je le vends à 250 000. Parce qu'en plus, donc il y a un logement de fonction et j'ai une cave. Donc là, effectivement, une cave et j'ai tout fait. Mais les travaux ont été immenses là-dessus. J'ai tout retapé. J'en ai eu pour presque 4, ouais, faut compter à peu près 60 000 euros de travaux. Mais aujourd'hui, si je le vends, je suis libre de le vendre à 250 000. Et encore, je suis gentil là-dessus. Donc, Et Opéra, il était à combien le pas de porte? Opéra était plus faible. Parce qu'en fait, le loyer était plus élevé. En fait, il y a cette, on va dire, cette balance qui fait que si le loyer est plus élevé, le pas de porte est plus bas, ce qui est tout à fait naturel. Là, on était, quand je l'ai revendu à 50-55. Mais le loyer était très élevé. Très, très élevé. On était presque à un peu plus de 6 000 euros par mois. Et comme on était dans cette optique, avec l'histoire des JO, etc., quand tu as 6 000 euros par mois à payer, tu vois que les JO ont été en fait juste un échec. Ouais. On l'a pris très très cher. Très très cher. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ouais, non, quand j'ouvrirai la prochaine, on n'est plus, comment dirais-je, mentalement parlant, en tout cas, on n'a pas derrière une personne. Dans ce cas-là, c'était au-dessus de nous à Pilemon qui nous donne en fait des ordres, etc. Tiens, ce local est meilleur que l'autre, etc. Tu te mets là. Là, maintenant, on est libre de nos mouvements. C'est ça aussi, le monde de la franchise, c'est qu'en fait, quoi qu'il arrive, on a un supérieur au-dessus de nous. Et s'il n'est pas content, il peut tout simplement en fait, nous mettre des avertissements au début et en fait, après, arrêter. Nous, on a toujours été en fait, de bonne foi et d'aller toujours dans le sens... parce qu'aujourd'hui, pour qu'une franchise se passe bien, en tout cas un franchising, il faut vraiment que dans les deux sens, ça aille, ça se porte, quoi. Ouais. Mais justement, du coup, quand tu es franchisé, donc tu es un franchiseur et tu prends une franchise, tu l'exploites sur une agence ou sur un local, tu es ton patron, mais tu n'es pas 100% libre. Donc tu dois suivre des règles, tu dois suivre plein de choses. Du coup, tu penses que finalement c'est sous-estimé les contraintes qu'on peut avoir ou autres, et tu penses que c'est pas du tout intéressant de devenir franchisé, ou tu mesures vraiment le truc? Alors, moi, je pense qu'il y a des bons franchiseurs et des mauvais franchiseurs. Voilà. La franchise, c'est bien, parce qu'en fait, on s'accapare en fait une marque. On n'a plus de ce boulot de créer quelque chose. Ouais. On a une marque, on a des recettes, on a des ingrédients, on a une façon de travailler, une approche. Pas sûr, parce qu'il faut aussi former les gens à une approche cordiale auprès des clients, une image de marque, bref, tout ça. Si tout se passe bien, si ce franchising est respecté, mais tout se passe dans le meilleur des mondes. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis que moi j'espère peut-être revenir sur, et je pense, dans le franchising, mais j'attends vraiment d'avoir une année complète pour montrer en tout cas voilà, la force de The Match à Paris. Mais il y a une bonne façon de suivre la chose. Aujourd'hui, ouvrir une franchise, c'est bien, mais il faut faire vraiment attention. Alors moi, j'avais fait attention, peut-être pas assez, mais voilà, c'est... Après, bien sûr, ça peut, bien sûr, attention, du jour au lendemain, capoter, mais je dis, après, il faut vraiment faire... voilà. Si l'entente entre les deux parties se passe bien, il n'y a pas de raison. Pour moi, aujourd'hui, faire une franchise, c'est bien. Ça permet aussi, tout simplement, de retirer, en fait, un poids. Aujourd'hui, en France, attention, il ne faut pas oublier une chose, c'est que à l'époque, peut-être il y a 20 ans, tu ouvrais une société, si tu ratais, bon, tu peux allez, tu vires la société, bon, le local, tu le vends. Ça a été un coup dur, mais tu peux te relancer un peu plus tard. Aujourd'hui, se rater au départ, c'est impardonnable, hein. En tout cas, surtout en France. Ouais. C'est-à-dire que tu ouvres une société, ça s'est mal passé, Ouais. au bout de 6 mois, 1 an, tu fermes. Tu dis que c'est impardonnable au niveau des quoi? Des banques, au niveau du fisc, au niveau au niveau de tout, en fait. Au niveau, quand tu fermes, tu as toutes les charges qui viennent s'accumuler. Ouais. Il faut en fait que tu largues le local. Peut-être que tu vas vendre à perte. Ouais. Aujourd'hui, l'erreur est de moins en moins permise. Ouais. Donc aujourd'hui, quand on fait une franchise, on a ce confort d'avoir une marque derrière. Donc aujourd'hui, oui, je pense que c'est une bonne chose. Ouais. Donc si quelqu'un veut se lancer, qu'il est
un peu de budget ou beaucoup, ou même pas du tout, tu lui conseillerais plutôt avec une franchise de devenir franchisé ou de créer son propre concept comme toi? Toi, tu as fait les deux. Tu dirais plus franchise alors que de créer son propre concept. Moi, je pense que oui. Ouais. Si on est nouveau et qu'on est un peu, pas, je dirais pas mal à l'aise, mais un peu perdu, il faut être où, comme ça, comment dire, si on n'est pas sûr, la franchise est la bonne et le bon choix. Si par contre, on est sûr de sa marque, il faut avoir les reins solides et préparer. La publicité au niveau des réseaux sociaux, bombarder donc à l'extérieur, faire de la pub, limite encore faire à l'ancienne, dans le quartier, mettre des petits flyers en A5 dans les boîtes aux lettres, on s'en fout, on fait tout, même à l'ancienne, peu importe. Voilà, il faut, c'est ne pas lâcher, bombarder, mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier, il y a une concurrence. Il y a, donc aujourd'hui, comme je disais, le fait de se rater est moins pardonné qu'avant, donc c'est plus compliqué en tout cas. Donc la franchise est une sorte de confort qu'il Ouais. peut y avoir parce que bah voilà, la marque s'agrandit, elle a fait ses preuves, donc on utilise cette marque et c'est, pour moi, en tout cas, c'est mieux que d'avoir en fait juste de se lancer avec sa propre marque. Voilà. Par exemple, là, on parlait de Tati Croussi tout à l'heure, mais les personnes qui viennent derrière pour faire, je sais pas, moi, je te donne un nom, le Châtelet Croussi, tiens. Hop. Ouais. Mais le mec, en fait, ouais, c'est bien, mais il va marcher que dans son local et encore. La concurrence est rude. Il va falloir faire ses preuves à une clientèle qui dit ah mais moi je préférais chez l'autre. Ouais. C'est compliqué. Il faut vraiment avoir un business plan qui est bien calé. Et voilà, faut faire attention aussi à ce qu'on voit sur Internet. Les mecs qui disent ah tiens tu peux commencer de zéro. Ben, c'est fini ça. Faut vraiment être sûr à 150% de ce qu'on fait. On se lance. Et puis hop, on envoie. Mais surtout pas de. Et puis la première année et demie, 2 ans sont les plus compliqués. Ouais. Moi, pour Happy Lemon, alors oui, bon, ouais, certes, moi je suis passé à The Match à Paris, c'est ma nouvelle marque, mais derrière j'avais quand même déjà mes recettes, j'ai gardé 80% des boissons, j'avais déjà une clientèle, donc je ne l'ai pas perdu. Ouais. J'ai perdu peut-être 3-4% de la clientèle, mais là, elle revient encore là, petit à petit, parce qu'ils se rendent compte. Et là, d'ailleurs, il y a dans pas longtemps, pour l'été, là, je vais mettre en avant les boissons estivales, donc thé vert miel citron pressé, thé vert passion tapioca jelly, des trucs comme ça, de façon à montrer, ah merde, mais en fait, c'est les mêmes boissons que ceux qui étaient avant. C'est 3-4% encore, là, ce qui reste, je vais encore les récupérer, parce que quoi qu'il arrive, ils vont revenir. Mais voilà, j'avais déjà quelque chose derrière. Donc en réalité, moi, je sais que voilà, faire ma nouvelle marque, c'était une dernière tentative, hein, c'est ce que j'ai toujours dit, ça se passe bien. Mais voilà, pour une personne qui crée quelque chose de nouveau dès le départ, il faut vraiment savoir faire un business plan solide comme tout. Ouais, Quoi. ouais. Du coup, celui ou celle qui veut se lancer en franchise, tu penses que c'est quoi le truc le plus sous-estimé? Ça va être les royalties, c'est là où il faut vraiment faire attention et on pense que ça va, c'est pas très grave. Royalties, droit d'entrée, pas de porte éventuellement, le schéma très... on en a déjà parlé, mais c'est quoi le principal piège, tu penses? Est-ce que ça va être si tu veux vendre ta franchise, que le contrat peut être trop verrouillé? C'est quoi le piège principal auquel il faut faire attention? La première chose, vraiment, c'est regarder dans le contrat ce que la marque t'oblige à acheter comme produit chez eux. Par exemple, pour certaines, par exemple dans le cadre du bubble tea, pour par exemple faire la pâte à gaufres, waffle, on les appelle chez nous, donc les bubble waffle, Ouais. c'est les gaufres soufflées. Ouais. La poudre de waffle vient de Taïwan. C'est obligatoire de consommer chez eux. On ne peut pas par derrière en fait dire ah tiens je vais aller chercher dans Ouais. un commerçant. Mais est-ce que Ça du c'est coup... il y a une Donc dépense. c'est ton fournisseur mais est-ce que du coup le prix est intéressant ou est-ce que tu pourras trouver plus intéressant à côté? Par un moment oui, des fois non. Il y a certains franchisés qui profitent. Ouais. Ouais, oui complètement. Parce Mais, que du coup voilà, c'est un petit peu déguisé, ils te disent que tu as 5% de royalties mais en fait il faut que tu passes forcément par mois pour t'approvisionner et je regarde encore comme ça quoi. Ah bah ça c'est le but c'est clair que la franchise derrière de toute façon elle va toucher des royalties mais en plus elle va toucher un Ouais. peu de marge par rapport aux produits qu'elle va vendre. Mhm. Et ça, c'est un peu le business. De toute façon, c'est le business plan d'une franchise. Hein. Maintenant, il y en a certains qui abusent. D'autres, je trouve que même pour nous, Happy Lemon, ça allait. Honnêtement, c'était pas. Ça va. C'était pas déconnant. Mais. Parce que l'image qu'on te vend comme ça, c'est bon, comme nous on a une grosse centrale d'achat, on a 1000 boutiques,
on achète en gros, donc on va vous fournir, mais vous aurez des prix plus intéressants que si toi, juste ton petit magasin de Châtelet, tu vas chercher un fournisseur tout seul, tu vois. C'est ça, en fait, l'idée qu'on te vend aussi. C'est que normalement, tout le monde doit être gagnant, le franchiseur, mais aussi le Ah oui. franchisé. Complètement. C'est pas juste, tiens, je te prête mon image de marque. Il faut derrière aussi que, bien sûr, elle soit gagnante par rapport au produit qu'elle achète et surtout de se dire, si j'achète par exemple 1 kilo donc, de pâte à gaufres, bah, il faut pas qu'il y ait, par exemple, moi je sois 40% plus cher que le fournisseur qui est à côté et Voilà. qui vend. C'est pas logique, Ouais. ça se fait pas en plus. Parce qu'en plus, ils vont venir, bon, bah, tu vois, ça, bah, moi, je l'ai en fait chez un fournisseur à côté, 40%. Ça se voit tout de suite. Si j'arrive et je vends par exemple 1 kilo à 35 euros, par exemple, j'ai une bêtise, et que à côté, il y a un À fournisseur, 20 euros. ils le vendent à 15. Ouais. Ah, et même pour 1 kilo, tout pareil. Bon, après, attention, peut-être la qualité de la poudre de gaufre n'est pas pareille, mais peu importe. Ouais. Ça ne le fait pas. Mhm. Il faut vraiment que, voilà, il peut y avoir une différence entre, par exemple, imaginons que, voilà, il le vend 15 euros sur ce fournisseur-là, nous on le vend à 17, 18. Ça va, faut pas non plus, voilà, faut pas oublier derrière, voilà, il y a l'image de marque, etc. Mais, ouais, non, il faut pas oublier que, voilà, derrière, quand on est franchisé, qu'il y a les dépenses. Et les dépenses, certaines, sont obligatoires auprès de la marque, en tout cas Ouais. du master franchisé. Ouais. Et si tu pouvais si tu pouvais parler au Julien de 2023, juste avant la signature à Pilemon, tu lui dirais quoi? Hmm. Euh, alors, déjà d'une, je pense que... Ah, c'est compliqué, hein. Je leur ai dit déjà d'une d'être plus négociateur. Déjà, de par effectivement l'entente et la négociation que j'avais eue avec les propriétaires des locaux. Ça, c'est déjà d'une. Je pense que j'aurais pu encore quand même grappiller plus. Et deuxième chose, je pense que je leur ai dit, regarde bien. Fais juste gaffe. Parle bien en fait avec certaines personnes. Renseigne-toi ailleurs. Après, c'est la barrière de la langue qui a fait que peut-être j'ai pas demandé. Aux États-Unis, ça marchait très bien et ça marche encore un peu aujourd'hui. Mais ouais, je voyais pas cette pente descendante comme en fait un problème de la marque, juste en fait tout simplement un après-Covid. Et je pense que ouais, le Julien d'avant, il leur a dit, pose la question 2 fois. Ça coûte rien. Le Julien de maintenant, on aurait dit. Julien Ouais. maintenant, pardon. Le Julien de maintenant aurait dit ça en fait à Julien Mais t'aurais d'avant. signé quand même. Ou t'aurais pas fait notre marque. J'aurais Ou fait, ta propre marque j'aurais directe. fait ma propre marque, ouais. Je pense. J'aurais Mais fait. ça t'a aussi permis de gagner de l'expérience, finalement, Oui. tu vois. Complètement. Bah aujourd'hui, c'est vrai que j'aurais fait. Là, j'en parlais en plus, tu vois. Là, j'aurais fait peut-être ma propre marque, ça aurait été un peu plus long. J'aurais Ouais. pas eu cette file d'attente énorme comme Ouais, j'ai eu ouais. les premiers jours, le chiffre qui était plutôt bon quand même, hein, les premiers mois, les 6-7 premiers mois. Mais voilà, ça aurait été différent, je pense. J'aurais eu une gestion beaucoup plus propre au niveau gestion salariale, parce qu'il me demandait beaucoup. Au niveau influence, j'aurais plus géré moi, parce que je le gère aujourd'hui moi, et c'est très bien. Pas besoin d'un community manager quand aujourd'hui tout le monde peut utiliser un téléphone. Ça, je pense aussi qu'il n'est pas nécessaire. Euh, et aujourd'hui, et ça, très très important, et ça j'y gagne beaucoup, il y a donc les influenceurs, influenceuses, on parle de foodistes qui effectivement ont beaucoup d'abonnés. Ça marche, mais aujourd'hui, il y a plein de micro-influenceuses. On appelle ça les micro-influenceuses, donc celles qui ont moins de 10 000 abonnés, par exemple, Ouais. 10-15 000, et qui marchent très très bien. Elles demandent juste en fait en retour, voilà, une petite boisson, etc., de consommer sur place. Elles sont contentes, moi je suis content. Et en plus, quand on en met par exemple, moi c'est ce qui s'était passé au mois de janvier, j'avais appelé plus de 35 personnes. 35 personnes, elles sont venues sur les 2 premiers mois, et ça a mis en avant au niveau de l'algorithme sur Instagram et TikTok. Donc faut pas avoir peur d'aller voir les petits. Mhm. Et en plus, tout le monde est content. Donc, moi, je pense qu'à l'époque, ouais, moi, maintenant, là, je leur ai dit, ouais, mets-toi, vas-y, fais ça toi-même. Ça va te prendre un peu de temps, mais tu vas voir, tu vas être satisfait. Mhm. Donc, ouais, est-ce que Happy Lemon existerait si c'était là maintenant? Non, je pense pas. Mhm. Bah, après, ouais, c'est Mais un peu après, facile, quoi. voilà, parce que même si imaginons tu perds 50 000 euros, moi j'ai tout le temps vu ça, c'est comme si c'était une leçon à 50 000 euros accélérée qui te permet de faire ce que tu fais aujourd'hui. Parce que moi, ce que tu fais aujourd'hui, je ne saurais pas le faire. Tu vois, moi, je sais pas gérer un restaurant, je sais pas gérer un truc de boisson, un débit de... Tu vois, c'est chacun son business. Et du coup, l'expérience que tu as gagnée quand même,
bah, faut le voir comme un module accéléré ou tu vois. Mm. Donc, la personne que tu es aujourd'hui, c'est aussi par rapport aux échecs que tu as eu avant, quoi. Ah oui, bien sûr, complètement. Bah, c'est clair que là, oui, en 2023, si j'aurais fait directement, par exemple, The Match à Paris, j'aurais pas eu, en fait, effectivement, tout ce... Ouais, Bah, cette expérience, cette expérience, savoir-faire, ouais, c'est clair. Ah oui, complètement. Complètement. Et attention, hein, comme je dis, hein, 95%, 97% de la clientèle est toujours là, toujours fidèle. Donc ça reste quand même aussi un gain, quoi qu'il arrive. En plus de maintenant la nouvelle clientèle que j'ai réussi en plus à ramener pour The Match à Paris. Donc, ouais, non, mais c'est clair. Oui, complètement. Ça reste néanmoins une expérience qui n'est pas négligeable du tout. Ouais. Ça, c'est, Et ça, du c'est coup, clair. quand ton business Bubble Tea était en train de tanguer et tout, c'est ton immobilier qui t'a permis de tenir, qui t'a aidé à tenir ou comment tu as fait? Ah, alors, ça, c'est autant, là, je l'ai senti un peu comme dans le Covid. Pendant le Covid, on a eu l'immobilier, ça a été le seul qui, en fait, a tenu, mais genre, droit comme tout. C'est impressionnant, ça, par contre. J'avais donc cet immeuble-là qui était donc en location, c'est de la location vide, hein, parce que, bon, dans cette partie de l'Oise, l'Airbnb, c'est un peu moyen, même si on est en train de penser peut-être à mettre plus tard un des appartements, peut-être en Airbnb, à voir. Mais là, oui, bien sûr. Il y a eu l'Airbnb déjà, mon petit Airbnb qui, lui, bah, tournait tout le temps. Ça m'a permis effectivement de tenir. L'immeuble, pareil. Et ouais, non, complètement. Complètement. C'est une valeur sûre de toute façon, hein, qu'on le veuille ou pas. Je pense que lors des derniers podcasts, je pense que ça a été déjà dit. L'immobilier reste quand même c'est un pilier. Avec Gaëtan qui était passé. Ouais. Ouais, c'est un pilier qui ne bouge pas, lui. Il Ouais. est là, on aura beau faire quoi, ce qu'on veut, ça ne bougera pas. Et même si maintenant, il est un peu délaissé. Aujourd'hui, Il est plus à la mode du tout auprès des jeunes, la génération Z. bah, je sais pas, mais je pense que tu me diras si c'est vrai ou pas. Je crois que c'était le Forum économique mondial Ouais. qui disait en 2030, vous n'obtiendrez rien et vous serez Vous ne heureux. posséderez Vous ne rien posséderez rien, vous serez et heureux. vous serez heureux. Ouais. Ça veut dire quoi? Regarde aujourd'hui. Abonnement de Netflix. Tu es en location, bon, tu payes une location. Tu as ton petit abonnement sport. Ta voiture, tu l'as même plus maintenant, elle est en LLD. Ou LOA, plutôt LLD. Aujourd'hui, en fait, l'objectif, c'est que les gens, en fait, voilà. Et puis, c'est la mode. C'est d'avoir du jetable, c'est d'avoir du vite fait. Tu payes au mois. Ouais, mais c'est aussi une manière de commencer à vouloir te mettre une douille et d'introduire l'euro numérique et d'introduire le revenu universel, puisque avec l'IA et les robots humanoïdes, il y aura peut-être moins de travail, donc du coup les gens ils seront à la maison, ils auront un revenu universel. C'est peut-être aussi un moyen d'introduire ça. Je pense, ouais. Et d'ailleurs, toi dans ton magasin, est-ce que tu as pensé, si le robot Tesla sort, est-ce que tu mettrais un robot pour remplacer un humain par exemple? Ou pas? Parce que ça pourrait augmenter encore ta marge. T'imagines, tu as un robot qui est là, qui est ouvert tout le temps. Tu pourrais même ouvrir le matin. Là, tu ouvres à 13h, tu aurais un Tesla bot. Comment il s'appelle? Je sais plus Je comment. crois que oui, c'est quelque chose comme ça, mais est-ce que... T'imagines, tu as un robot qui est là et en plus, il existe, il sait déjà. Tu vois, il sait faire tout ce que tu as fait tout à l'heure là pour me préparer, il sait le faire. Et après, tu fais même un check à la fin. Tu vois, tu en C'est mettrais clair. un ou pas? Ça coûte combien? Je crois qu'à l'achat, on parle de 15-20 000 dollars. Ouais, je crois qu'on est à peu près là. Mais ouais, non, après, est-ce que... Le problème, c'est que je pense que quoi qu'il arrive, ça va se démocratiser. Ça, c'est clair, ça va arriver, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, c'est encore mal vu. Si je mets ça, en fait, à Paris, j'aurai des partisans Ouais, et j'aurai des personnes qui, en fait, vont me haïr. Ouais. Je pense que c'est pas encore le bon moment. ouais, La main humaine ouais. reste encore, en fait, très importante. Mm. Voilà, on sait que voilà, c'est quelque chose qui est humain, c'est fait derrière, etc. Mais je pense que d'ici, je dirais pas 5 ans, mais attendons encore une dizaine d'années, je pense que ça va commencer à... Là, on le voit. Aujourd'hui, un robot, ça sait courir, ça sait danser, ça sait... Et là, ceux de Tesla sont impressionnants. Ils ont la taille, ils ont notre taille. C'est Ouais. impressionnant. Et je suis sûr que l'État sera capable de nous pondre un truc pour mettre des charges sociales sur un robot. C'est-à-dire que tu as un robot à la maison, ils sont capables de te demander des charges sociales parce bien qu'ils sûr. vont être... ils vont se trouver comme des cons. En fait, comment ils vont gagner de l'argent sinon? Là, L'État, le gouvernement. li- C'est bien, ils vont me dire, sur mon robot tondeur, il faudrait que je paye une charge sociale. Je suis sûr qu'ils vont arriver à ce truc-là. Tellement ils inventent des trucs, tellement c'est... Moi, je c'est- pense c'est qu'aussi. Ouais. Non, complètement. Moi, je pense que oui, il va falloir trouver. Après, est-ce qu'entre-temps, ouais, si le gouvernement reste toujours le même, ouais, ça va continuer dans ce sens-là. Il faut qu'il trouve de toute façon l'objectif est
et faire rentrer, ouais. draquer un max, hein. Mais ouais, non, je pense que oui. Oui, oui, complètement. Ils vont... Parce que ça va être un manque à gagner énorme. Aujourd'hui, ils ne les chargent pas de RENAL. Les cotisations, les cotisations sociales, etc. Tout ça, bah, le robot, lui, il s'en fout, hein. Il n'a pas besoin de mutuelle. Pas de mutuelle, Pas pas de- de congé payé, pas de salaire d'ailleurs, Donc, pas de jours de repos, pas de RTT, ça va être un monde un peu... jamais un peu- malade, Ah oui, complètement. il se plaint jamais. Il va juste être là et Mais il faire n'est ce pas qu'on lui humain, demande. donc c'est sûr que les gens ils vont préférer les humains pour avoir un rapport, Bien dans un sûr. premier temps. Moi, je pense que ouais, au début, c'est pour ça que ça, est-ce que je le ferais? Genre, imaginons que demain on me demande d'en avoir un, ça serait drôle, mais honnêtement, Moi, le premier, j'irais là où il y a un humain qui me sert, tu Ouais. vois. Parce que moi, je suis un vieux de C'est la pas vieille possible. maintenant. Mais c'est pas possible maintenant. Mais Pas tout de suite en tout ça cas. risque d'arriver tôt ou tard. Je pense que sous moyen terme, Mm. à moyen terme, pas à court Mais en terme. tout cas, ça peut augmenter ta marge en tant Ah, que... complètement, c'est énorme. Mais tu vois, les gens qui travaillent dans ton magasin, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Tu vois? Donc c'est là où Davos te prépare, revenu universel, reste à la maison, prends tes 600, 800 euros. Black Mirror, hein. Ouais, Black Mirror. c'est ouf. C'est pour ça C'est, que c'est là où il faut faire quelque chose. C'est bah oui. maintenant, parce que dans 5-10 ans, ça va être de plus en plus compliqué. Moi, ça fait... Depuis 2006, ça fait 20 ans que je fais du contenu sur Internet. Ça fait depuis 20 ans que je dis que nous, la retraite, ça va être compliqué. Qu'il faut créer des business maintenant, créer des investissements, acheter des investissements, investir maintenant, parce que ça va devenir de plus en plus compliqué. Là, on y est 20 ans plus tard, et ça fait que empirer. Comment est-ce que tu gères les gens qui te tirent vers le bas? Tu avais parlé d'un repas de famille un dimanche avec JT de 13h et un oncle et une tante qui te disaient « Ah non, moi, j'aurais jamais fait ça. Ton truc de commerce, là, j'aurais jamais fait ça. » Et ta tante aussi qui disait comment tu as acheté cette voiture? Comment tu l'as acheté? Il vient d'où l'argent? Comment tu gères ces gens qui te tirent vers le bas un petit peu au quotidien ou tout ça? Bah, en réalité, il faut juste faire une sorte de shutdown. Le cerveau, il doit pas prendre. Hop, et puis tu souris au pire, et puis hop. En fait, ils vont voir que tu réponds pas, et ils vont se dire, mais en fait, il s'en fout complètement, il répond plus. Ça l'intéresse pas. C'est la seule façon, hein. Donc aujourd'hui, bon, maintenant, il n'y a plus vraiment ça, parce que voilà, j'ai toujours mes commerces, je suis toujours là, je tiens le coup. Au contraire, même, ça se porte même encore mieux, donc on continue à grandir. Mais maintenant, ouais, non, faut surtout pas, surtout pas. C'est triste à dire, mais en fait, que ce soit famille, proches, amis même, meilleurs amis, hein. C'est grave de dire ça, mais certains, en fait, même, c'est pas intentionnel. Ils le font ils le font pas exprès. C'est parce qu'en fait, ils savent que voilà, eux, ça s'est passé comme ça, donc pour toi, ça doit être pareil. Je l'avais déjà dit, et ça, tout le monde connaît cette phrase, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Il faut s'entourer de personnes qui te poussent vers le haut. Tu continues en fait à écouter des gens qui en fait vont te saper le moral, ça va 2 minutes quoi. Ouais. Après, souvent, tes parents, ils font ça, mais c'est parce qu'ils t'aiment, hein, ils veulent te protéger. Donc, ils disent, voilà, il tente un truc bizarre, c'est un peu risqué, on a peur pour lui, c'est mieux qu'il fasse comme nous, tu vois. Qu'il trouve un job bien payé, fasse des études ou autre, ou alors que si les parents n'ont pas fait d'études, ils veulent que leur enfant fasse beaucoup d'études pour avoir plus de chances qu'eux ou autres. Mais souvent, voilà, les parents, c'est parce qu'ils ont peur pour toi, tu vois, donc ils veulent que tu réussisses. Mais par contre, tu en as d'autres, bah, ils te jalousent un petit peu, c'est un petit peu le panier de crabe, ils ne veulent pas que tu montes. Et ce qui est drôle, c'est que Instagram, c'est un des meilleurs moyens que tu peux avoir pour découvrir qui sont tes amis, qui sont en fait apparemment tes amis et qui te jalousent. Comment? C'est simple, en fait, quand tu publies sur Instagram, tu vois qui commente ou qui like tes posts, ou qui les voit juste sans commenter. Et moi, j'ai constaté ça il y a longtemps quand j'ai commencé à m'acheter mes premières voitures de sport, ça date. Quand je les postais sur Instagram, beaucoup de vues, beaucoup de cœurs, beaucoup de likes. Et la plupart des cœurs et des likes que j'avais, c'est des gens que je ne connaissais pas. Tu vois, c'est des gens que je ne connais pas, ils me connaissent des réseaux, mais ce n'est pas des gens que je connais dans la vraie vie. Et les vrais copains que je pensais avoir dans la vraie vie, eux, ils voyaient, mais ils likaient pas. Tu vois, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ça les met un peu mal à l'aise et qu'ils sont devant toi, ils vont dire ah, c'est cool, mais en fait, quand ils étaient seuls là aux toilettes avec la story Instagram, ils n'ont pas liké, tu vois. Donc, c'est là où tu te rends compte que des fois, ton entourage, il ne veut pas forcément que ton bien, quoi. Il y en a bien sûr des vrais copains qui ont liké, mais il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas liké, tu vois. Et encore aujourd'hui, ils ne like toujours pas. Alors que pourtant, ils sont là depuis mes débuts sur Instagram. Ah oui, mais complètement. Alors pour toi,
Je pense que quand tu as sorti la Ventador, ça a dû être... ah ouais, il a cherché à Monaco. Moi, au contraire, d'ailleurs, j'ai liké direct. Moi, j'ai dit, mais c'est magnifique. On est content parce que c'est signe que tu montes. Et on se connaissait pas à l'époque. Et on se connaissait pas. La première fois, d'ailleurs, qu'on a parlé vraiment ensemble, c'était à Chantilly. Je sais pas si tu te rappelles. On s'était juste rentré en contact comme ça. Je crois que tu étais parti prendre un café. Moi aussi, pareil. J'avais fait ma présentation. Chacun devait se lever. Ok. Et j'étais parti prendre un café. Et je te dis juste, tiens, tu sais, il y a la cousine de ta voiture dehors, là. En fait, parce que c'est le même moteur. Tu avais le RS6. Et à partir de là, on a parlé presque, je crois, 3/4 d'heure. C'est ce jour-là que tu m'avais surnommé l'entrepreneur duraliste. De bagnole. Tu avais Voilà. fini la conférence, donc c'était il y a 1 an et demi à peu près, il y avait 1000 personnes, c'était aux Pyramides Port-Marly. Ouais. Tu avais dit la phrase « N'acceptez jamais la défaite, vous êtes peut-être à un pas de la réussite ». Et ça, c'était avant tout ce qui s'est passé avec Happy Lemon. N'acceptez jamais la défaite, vous êtes peut-être à un pas de la réussite. Après tout ce que tu viens de traverser, tout ce que tu as vécu depuis entre le séminaire et maintenant, tu y crois toujours à ça? Ouais, complètement. Complètement, ça n'a pas changé. Bah, sinon, j'aurais déjà arrêté. Là, je serais en train de... Voilà, j'aurais pris un petit CDI, là, hop, basta, terminé. Ou je sais pas, je pensais même, tiens, pourquoi pas, je vais faire... Et pourtant, j'ai rien contre, hein, j'ai mon ami aussi qui l'est, mais j'aurais fait Uber, hop, terminé, quoi. Pourquoi pas? Mais non, on lâche pas. Et là, c'était vraiment la dernière tentative. Mais je me dis, j'ai vraiment envie, je pense qu'il y a moyen, malgré... c'est vrai qu'aujourd'hui, la France, malheureusement, n'aime pas trop... Ils essaient quand même, hein, il y a toujours cette impression qu'ils essaient d'un peu de nous tirer vers le bas pour les TPE-PME, mais faut pas lâcher. Et moi, j'estime qu'on peut encore donner tout ce qu'on peut. On peut, il faut pas lâcher. Là, je suis encore dans cette mentalité-là, sinon je l'aurais pas au mois de décembre. Là, madame, elle serait pas partie en Chine pour se former. Moi, je me serais pas donné à fond. Donc, non, complètement. Non, là, je pense qu'on est encore, il y a moyen on est à un pas de la réussite. Faut pas lâcher. Du coup, The Match à Paris dans 3 ans, on en parlait tout à l'heure un petit peu. Tu penses que ça sera développé en franchise d'ici là? Je pense que oui. Ouais, 3 ans, oui. Maintenant, là, l'objectif, année prochaine déjà, début d'année prochaine, ou en tout cas courant d'année prochaine, ouvrir, je l'espère, la deuxième Opéra. boutique sur Opéra. Et puis après, par la suite, on voit comment ça se passe. L'année Mais- prochaine, donc objectif l'année prochaine, Oui, 2027. objectif, ouais. Ok, C'est- bah écoute, on va suivre ça et on verra si jamais ça se réalise, on te fera revenir sur le podcast, je te ferai revenir Ah oui. avec grand plaisir. Carrément. Laissez des commentaires, posez des questions pour Julien, si vous avez des questions par rapport à le business physique, qui est sa spécialité. Il fait aussi de l'immobilier. On n'en a pas trop parlé, lui c'est plus business physique. Immobilier, il fait les travaux lui-même en plus. Ça, on pourra en reparler une autre fois, mais c'est pas ce que moi je recommande. Après, le problème, quand on sait tout faire, on a tendance à vouloir le faire soi-même. Parce que déjà, souvent, on va voir que ça va être mieux fait. Et en plus, on gagne des sous. Par contre, tu laisses ton temps. Ah bah oui, ouais, c'est clair. Mais après, voilà, on reste efficace, on est là, on bombarde, et puis tu sais qu'à la fin, quoi qu'il arrive, tu es satisfait de ton travail. Tu peux t'en vouloir qu'à toi-même s'il y a un problème. Là, au moins, tu sais qu'il y a un truc, je sais pas, le ballon fuit, ou je sais pas, il y a un endroit où tu as mal peint. Tu dis, ah, non mais en fait, j'ai fait n'importe quoi là, c'est pas bon. Là, au moins, tu sais que c'est toi qui l'as fait, t'arrives et tu refais. Mais là, quand c'est bien fait après, tu reviens plus. Là, par exemple, dans mon immeuble, ça fait... entre-temps, oui, il y a 2-3 petits trucs, toujours, ouais, la VMC est un peu bouchée, je sais pas quoi, mais voilà, ça prend 2 secondes. T'arrives, tu vas, en plus, je vais rendre visite à mes parents, j'arrive, tac, je nettoie, et ça est une fois tous les ans, au pire. Ça, c'est pour de l'entretien courant, mais quand il s'agit vraiment de rénover un bien, de le faire oui, toi-même, toi, bien c'est sûr. compliqué. Là, tu vas bloquer, par exemple, ouais, c'est ce que je fais Là, on n'a d'habitude. plus de levier, là, toi, c'est Ouais. compliqué. Je bloque, par exemple, une demi-journée par exemple, pendant 2 semaines. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est ton taux horaire. Tu vois, donc toi, aujourd'hui, tu as ta boutique, tu vas en développer l'autre, après, tu vas développer ton réseau de franchise. Je pense qu'une heure de ton temps, ça vaut beaucoup plus qu'une heure d'embaucher un plaquiste ou un carreleur, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Moi, je pense qu'après, oui, en fonction de la croissance de The Match à Paris, effectivement, ma façon derrière de gérer mes biens à côté va être totalement différente. Donc là, je suis obligé de m'adapter, ça c'est clair. Je peux pas être à 2 endroits à la fois à un moment donné, c'est pas possible. Bon, quoique maintenant, grâce à l'IA, là, ça va beaucoup mieux, là. D'ailleurs, Beaucoup mieux. tu t'en sers de l'IA dans ton magasin pour, je sais pas, optimiser, je sais pas, des menus, des recettes, penser à des recettes, demander un petit peu
des conseils pour optimiser tout ton restaurant? Alors, je parlais de l'histoire de tout à l'heure des micro-influenceuses. Ouais. C'est ChatGPT. À partir de là, on a vu comment les contacter, voir quel type d'influenceuse, sur quoi elle touche. C'est pas seulement que des foodistes. Avant, je touchais que des foodistes. Ouais. Maintenant, je peux aller chercher. Ça, c'est bête en plus quand on y pense. Qu'est-ce qui consomme du matcha? Les filles qui font du pilate, par exemple. Mais c'est bête comme tout. Et c'est un truc sur lequel je me dis, non, mais c'est pas possible. Et d'ailleurs, ça a été confirmé par une influenceuse qui était passée pas longtemps. Il dit, ah non, mais il faut en fait voir avec des influenceuses qui font pilates, un peu de sport, Ouais. etc., qui font attention à leur corps. Parce qu'aujourd'hui, le matcha, en fait, il a une particularité, c'est que c'est une bonne alternative au café. Il est bourré de théine. Donc la théine, c'est un Mais peu la comme la théine, caféine. c'est de la caféine en réalité. Voilà, exactement. Sauf que il n'a pas ce côté accélérateur, comment dirais-je, un peu au niveau du cœur, Tachycardie, tout ça. tachycardique, etc. Ça, il n'y a pas. Par exemple, j'ai des clientes à partir de 17h, elles ne peuvent pas prendre du matcha. Parce qu'en fait, elles disent elles ont du mal à dormir. Alors, je ne sais pas si c'est un effet placebo, Ouais. mais en tout cas, voilà, j'ai des personnes, même madame, à partir d'une certaine heure, elle ne peut pas prendre de matcha. Mhm. Mais c'est ce côté un peu plus, voilà, plus meilleur pour la santé, Ouais, entre ouais. guillemets. Et en plus, le café, quand tu le prends, tu as un peu cette haleine. Le matcha, pas du tout. Prends un matcha mangue, fraise, chocolat blanc. Même les derniers, maintenant, j'ai la série signature, Biscoff, UB. Maintenant, c'est la mode UB, c'est le fameux, la pomme de terre violette, le taro. Bref, c'est On différent. l'appelle Madère en Guadeloupe et en Martinique. Ah Moi, ouais. j'adore cette racine. Et c'est vrai que, ouais, non, complètement, c'est différent. Et donc maintenant, pour revenir à ce que je disais, bah en fait, je touche d'autres, et grâce à ChatGPT, je touche d'autres influenceuses. Ouais. Dans Est-ce que c'est ChatGPT et l'IA qui t'a donné l'idée par rapport au tapioca halal? Alors, il y avait, c'était pas tapioca, c'était les perles, Ouais. les perles de jus. Ah, ok. Donc en fait, la surface, Il y a de l'alcool dedans ou de la il y a- gélatine de c'est porc? de la gélatine en fait, De porc. de porc, tout à fait. Aujourd'hui, les bonbons, c'est ce qu'ils ont. Ouais. Pour tenir ce fameux boba, on appelle Ouais, ça, ouais. donc avec le jus dedans, il faut de la gélatine de porc. Mais depuis, ils les font vegan. Ok. Donc, ce qui fait que ça, par exemple, pour la communauté musulmane, par exemple, quand elles viennent, mais aujourd'hui, maintenant, ils sont tranquilles parce que la plupart maintenant le font, mais pendant un moment, c'était compliqué. Ouais. Parce qu'il y avait de la gélatine. Pour tenir ce jus-là, il fallait de la gélatine de porc. Et donc, c'est ce petit film transparent qui tient le jus. Hmm. Et ça, au début, on faisait très, très attention parce que voilà, comme ça, on touche toutes les communautés. L'objectif, c'est de ramener un max. Et Bah là, là, si tu prends le vegan, tu touches tout le monde. Hein. ah bah oui. Mm. Et donc sur ça, même là pour le matcha par exemple, là ce qu'on a pris c'est avec du lait entier. Mais derrière j'ai la possibilité de prendre du lait végétal. Ouais. Lait d'avoine, soja, coco Mais ou ça, amande. c'est aussi, c'est un vois, peu aussi. Je bombarde. C'est aussi un peu une caricature maintenant. Il y a beaucoup de trucs sur Instagram où tu vois les nouveaux cafés un petit peu hype de bobos qui travaillaient avant à la Défense, qui créaient un nouveau concept de café avec 50 types de lait. Tu vois. Ça, c'est un petit peu la caricature qu'on peut avoir. On va dire qu'on est un peu dans cette caricature-là. Tu veux du lait d'avoine, du lait de quoi? Du lait de baleine, du lait de chameau, du lait d'olivier. Tu vois. Ah non, ouais, Mais complètement. aujourd'hui, on est dans une période où il en faut pour tout le monde. Tu vois, même si tu ne bois pas d'alcool, eh ben, tu peux aller partout maintenant dans les restaurants, dans les endroits ou autres, les hôtels, tu auras des trucs sympas, alternatifs sans alcool. Si tu es sans sucre, tu auras des alternatives sympas sans sucre, même dans les restaurants gastronomiques ou autres. Toi, c'est vraiment, on est dans une période où bah, y en a pour tout le monde en fait. Ça, c'est un truc qui a vraiment évolué et je trouve en bien finalement, parce qu'avant, c'était du lait pour tout le monde. Et maintenant, si tu es intolérant au lactose, si tu es intolérant au gluten, tu es intolérant à peu importe ce que tu veux, bah, en fait, il y en a vraiment pour tous les goûts aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu peux monétiser ça en t'engouffrant dans des brèches et en élargissant ton potentiel de client, quoi. Ah oui, oui, complètement. C'est vrai que c'est cette caricature que tu Bah viens oui. d'envoyer, mais c'est carrément ça. Aujourd'hui, ah bah tiens, je pourrais avoir du lait d'avoine, s'il vous plaît. C'est direct. Il y a même plus de. Même pourtant, attention, le lait entier est bon parce que c'est celui dont, quand on met les glaçons, c'est le plus frais. Le lait végétal, en fait, il y a un peu ce manque-là. Mais le lait d'avoine, c'est effectivement, pour moi, dans le lait végétal, c'est un banger. C'est le meilleur. C'est celui qui se marie mieux avec tous les matchas qu'on fait. Matcha pistache, il est super bon. Matcha noisette aussi. Mais, ouais, non, il en faut. Il faut. Alors là, si j'arrive et je dis que j'ai que du lait entier, Ouais, là, tu perds 50% de ta... 50, ouais, complètement. Je perds, alors là, et puis en plus, tiens, ça va directement dans les commentaires Google. Hein. Ouais. Alors, par contre, ça, je pense que beaucoup de gens le savent déjà. Une personne va prendre plus de temps
plus, en tout cas, va prendre son temps à aller te mettre en fait un Quand elle est pas commentaire contente, négatif ouais. sur Google qu'une personne qui va mettre un commentaire Si positif. elle est contente, elle y va même pas. Si Ah tu lui bah demandes pas, elle y va pas. Bah oui. Et ça, il y a diverses techniques pour essayer effectivement de ramener des commentaires positifs, mais on en parlera peut-être une prochaine fois. Mais en tout cas, pour les commentaires négatifs, mais la première chose qu'elle se dit, la personne, elle a cru que c'était par exemple, une personne, elle a cru que c'était une influenceuse sur Yelp, Yelper, comme on l'appelle aux États-Unis, là, en mode, tiens, je vais lui laisser un mauvais avis, comme ça, il va être content, tu vas voir. Ouais. Ah oui, je suis venu, ils ont même pas de lait végétal, c'est quoi ça? On est en 2000 ou quoi? Non, Ouais, c'est pas ouais. possible. Non, là, c'est obligatoire de leur mettre ça. Mm. Et là, non, franchement, voilà, les gens sont contents. On a le choix des toppings en plus. Les gens peuvent mettre, pourtant, tu vois, ça vient des bubble tea. Il y a des gens qui mettent des tapioca dedans, hein. Ouais. Bon, ça fait un peu bizarre, mais en vrai, ça passe. Les gens mettent. Ouais. On donne tout et tout le choix. Par exemple, regarde, dernière chose là-dessus, j'ai de matcha noisette. Le matcha noisette, à un moment donné, je me dis, mais moi, je me faisais, en fait, j'adore ça. Je me fais ce petit matcha noisette avant de prendre ma voiture, après faire ma petite livraison, je rentre à la maison, j'ai de l'administratif à faire. Je dis, et si je mets 2-3 cuillères de purée de fraises dedans? Alors que pourtant, c'est deux matchas de base différents, tu vois. Ouais. Et ben voilà, on a eu l'idée. On a appelé ça donc option plus. Hop, si la personne, en fait, elle veut un choco blanc, par exemple, et elle veut mettre de la fraise dedans, et ben elle peut faire ça. J'ai juste mis une story, hein. La noisette avec la fraise, en plus, c'était dans la Porsche, mais je cite pas que c'est moi. J'ai eu le jour d'après 3 ventes. Matcha noisette avec fraise. Je me suis dit, mais c'est dingue. Et en fait, maintenant, on montre aux gens que tu peux personnaliser ta boisson. On pouvait déjà le faire à la base avec Happy Lemon, mais là, on a atteint encore un niveau supplémentaire. Mm. On s'adapte, et c'est vrai que c'est cool depuis avec The Match à Paris. Vraiment, je suis beaucoup plus Serein et au libre. contrôle. Ouais. En tout cas, je vais vraiment suivre ça, l'évolution. 2027, s'il y a l'autre boutique qui s'ouvre, je te fais revenir sur le podcast. Poser les questions à Julien. Julien, merci à toi. Encore une fois, pensez à aller voir Julien. Je sais pas si tu seras là ou autre, mais au pire, il faudra que tu dises surtout le week-end. aux gens qui seront là, peut-être qui sont sur place pour vendre. Tu leur laisseras les casquettes dans un coin. Et pour les 10 premiers qui vont à The Match à Paris Châtelet, vous repartirez avec votre boisson et une de ces 2 casquettes. Donc c'est cadeau. Encore une fois, on est là pour serrer les coudes. Il y a des hauts et des bas dans le business. L'important, c'est de se relever. Donc Julien, merci à toi. Félicitations Il n'y a pas de quoi, merci. pour tout ce que tu as fait. Et donc voilà, quand la deuxième boutique sera ouverte, je te réinviterai sur le podcast. Avec Donc, grand pensez à plaisir. poser vos questions pour Julien. Nickel. Merci Julien. Merci. Et merci à vous. Et à très bientôt pour le prochain épisode.